Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bienvenue dans les vraies voix de l'été sur Sud Radio. C'est parti pour 3 semaines de sourires et de débats, de digestion d'émotions, de lendemain de fête, de transition entre les Jeux Olympiques et Paralympiques. La France a reçu le monde, s'est un peu réconciliée avec elle-même. Profitons-en. Nous sommes là pour vous écouter, échanger avec nos vraies voix. Pour participer, vous appelez au 0826 300 300. Nous vous attendons au standard. La dernière fois, c'était il y a 100 ans. Les Jeux Olympiques d'été à Paris ouvraient d'immenses perspectives. 2024, les Jeux sont revenus et viennent d'influencer à jamais l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Pour nous tous, c'est la fierté de se dire « Je l'ai vu ». Nous nous souviendrons tous de ce que nous avons fait entre le 26 juillet et le 11 août 2024. Paris ressemblait à un stade monumental, à un parc d'attractions gigantesque, à une balade des gens heureux. Pour notre grand débat de 17h30, nous vous posons la question. Nous osons la question, hashtag JOP 2024, êtes-vous fiers d'être français en ce mois d'août 2024 ? Tiens, réagissez, dites-le nous par téléphone et donc sur le compte X de Sud Radio. Et puis, la France termine à la 5e place du classement des médailles, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Australie. 16 titres olympiques et un total de 64 médailles remportées au cours de ces Jeux, record battu. Malgré tout, au regard de nos infrastructures, de notre pratique au niveau amateur, de l'encadrement de nos écoliers, des résultats de nos champions, la question reste posée. Ce sera notre coup de projecteur de 18h40. La France est-elle une grande nation sportive? Là aussi, vous donnez votre avis. Ils sont nos éditorialistes du jour, hyper calés, chacun dans leur domaine. Le point commun, le sport, vous l'avez compris, émission spéciale JO, lendemain de fête aujourd'hui. Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, c'est un peu le MEDEF du sport. Bonsoir Virgile. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, c'est un syndicat professionnel, une organisation patronale qui rassemble les entreprises de l'industrie et de l'économie du sport. Donc, vous imaginez bien que nous étions très concernés par cette séquence exceptionnelle que nous venons de vivre. Et je vous connais bien Virgile, vous avez encore les petits yeux, vous pouvez le dire, vous avez fait la fête. Alors oui, on a fermé le Club France hier, il était pas loin de 4h du matin, et puis la veille dans la nuit, on avait fait le marathon pour tous, donc voilà, c'est... Vous l'avez fait ? Exactement. Combien de temps ? Oh, le temps importe peu. Allez, entre nous, c'est pas grave. Un peu moins de 4h45, sur un parcours qui était quand même assez costaud, et puis il faisait relativement chaud, mais ce que je retiens, c'est plutôt la ferveur du public jusqu'à 2h30, 3h du mat, un monde incroyable. C'était la fête à Paris, dans toute la France, donc on y reviendra probablement. Bah évidemment, c'est fait pour ça. Et puis bon, vous avez parlé de course à pied. Alors lui, il a été fier de son frère, parce que son frère, en tant que spécialiste de course à pied, il a porté la flamme. Au début, c'est lui qui a fait le... Vous aussi, Virgile, vous avez porté la flamme. Absolument. Eh bien, le frère de ce monsieur qui est à mes côtés a lui porté la flamme en relais avec Jamel Debbouze. Ben oui, parce que dans la famille Boilly, on est un peu aussi spécialiste de la course à pied. Lui, Abel, c'est le président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir Abel Boilly. Bonsoir. On est tous heureux aujourd'hui. Tous heureux, et pour moi c'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir. Ah ouais. On fait quoi ? On crée une nouvelle association ? C'était Tous Uniques, Tous Unis. On trouve tous heureux et tous... Non, ça suffit déjà. On a le défi de magnifier ce que l'on vient de vivre. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Bon, et alors lui, le monsieur, spécialiste des sports de combat, grand champion d'ailleurs, mais maintenant fier de sa région, dont il est conseiller régional en Île-de-France. C'est Philippe Bouriaki. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et commissaire au sport et aux Jeux Olympiques sous l'impulsion de Patrick Aram et Valérie Pécresse. Bah ouais, ça aide, ça aide. Un peu. 3 hyper spécialistes avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Nous allons nous régaler et vous connaissez le principe. Direction 0826 300 300. Vous nous donnez votre avis comme Guy, je crois. Oui, bonjour, Guy de Ponto-Combo. Voilà, cette semaine, je promenais mon chien dans le bois. Mon chien était tenu en laisse et le chemin faisait un angle droit. Et à ma gauche est arrivé un vélo qui a freiné, je ne sais pas comment, afin d'éviter de me percuter. Et on a commencé à s'engueuler, parce que je lui ai dit d'aller un peu moins vite, et lui, il m'a rétorqué de tenir ma droite. Or, dans un chemin forestier, même si les vélos sont autorisés, je pense que le piéton est toujours prioritaire.
Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais mon chien étant attaché, il n'avait pas à rouler comme un abruti. Voilà. Merci de me dire de quoi il en tourne. Alors Guy, bon, vous savez, pour tout vous dire, on a plusieurs messages sur vos répondeurs et quand Gauthier Ramon, qui m'aide à présenter cette émission, m'a dit on a ce sujet, je lui ai dit oui, parce que on s'est tous croisés pendant les Jeux Olympiques sur les trottoirs, et s'il y a eu un moment de tension, il n'y en a pas eu avec la police, il n'y en a pas eu entre les supporters, entre ceux qui s'opposaient. De temps en temps, c'est vrai que il y avait un piéton qui était en plein milieu de la route alors que le cycliste arrivait, puis il y avait un cycliste qui se trouvait aussi de temps en temps sur le trottoir. C'est un ancien cycliste et un commentateur du cyclisme qui vous le dit, donc j'affiche mes préférences, mais finalement ça reste une petite histoire à organiser, Philippe Bouriaki. Bien sûr, mais bon, après on parle de civisme, il faut tous qu'on y mette du nôtre et qu'on vive en bonne harmonie. On l'a prouvé pendant 15 jours, donc on n'est pas stupide, on est capable de le faire. Je voudrais juste dire à Guy, effectivement, que ça soit sur route ou que ça soit surtout en forêt, le piéton est toujours prioritaire, sauf en face d'un sanglier. Il faut qu'il le sache. Il faut qu'il fasse très attention, parce que le sanglier, je suis pas sûr qu'il respecte le code des humains. Oui, mais il a raison, il faut qu'on vive en bonne harmonie et on lève un petit peu la pédale ou le pied qu'on croise quelqu'un et on se salue. Virgile Caillé, il y a encore peut-être à affiner cette histoire de piste cyclable dans la ville. Alors oui, c'est très français ça aussi quand même, un petit peu gaulois. Là, on râle toujours un petit peu. Presque ça fait du bien de retrouver ces petites chamailleries. Parce que c'est pour ça j'ai voulu commencer avec ça. Franchement, pendant 15 jours, j'ai eu la chance de visiter un certain nombre de sites. Je n'ai vu que des gens heureux, des gens qui souriaient. J'ai eu la chance, comme la personne dont on parlait tout à l'heure, votre frère, de porter la flamme. Il y avait une ferveur populaire juste incroyable, des gens qui avaient besoin de ce moment de bonheur, ce moment de plaisir, de retrouver un peu d'apaisement. J'ai pas vu beaucoup de conflits d'usage tels qu'on le décrit là. Et alors, pour répondre à votre question sur la place du vélo, je pense que c'était très important, effectivement, d'utiliser le vélo pendant ces 15 jours. C'était quand même un des meilleurs moyens de locomotion, à coup sûr, dans la capitale. Mais tout ça aussi s'est passé dans un bon état d'esprit. J'ai pas vu d'automobilistes complètement fous qui craquaient dans leur voiture. Les gens avaient anticipé, s'étaient préparés. Je pense que beaucoup avaient compris les messages. Franchement, mais c'est une leçon incroyable que nous avons vécu depuis 15 jours, et effectivement on va arranger le sujet de Guy, on va trouver un moyen de faire en sorte que les vélos et les chiens puissent se croiser dans les bois. Ouais, c'est vrai. Non mais point très important, il tenait son chien en laisse, et ça c'est très important aussi, parce que Abel Boilly, je vous sollicite dans un instant, mais on accueille notre auditeur fil rouge du jour, c'est Basile de Rouen. Bonjour Basile. Bonjour. Bon, heureux Basile, oui, je l'entends dans votre voix, c'est dynamique. On est tous bien en ce moment, non ? Non ? Oui ? Écoutez, il me manque quand même un tout petit truc pour être heureux jusqu'au bout. Là, il a voulu faire sa petite trêve pendant les JO, Emmanuel Macron, mais il a perdu des élections 3 fois d'affilée d'ailleurs, et il prétend qu'il nomme Lucie Casté à Matignon. Oui, parce que c'est ça. Oui, parce que vous voyez, j'ai présenté l'émission avec nos éditorialistes, on s'est rappelé les Jeux Olympiques, mais je savais que les 2 premières interventions de nos auditeurs, c'était on n'oublie pas quand même les choses. Allez-y Basile, vous voulez revenir sur la nomination du Premier ministre qu'on attend. Allez-y. Tout à fait. Il a perdu les élections. C'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en premier. Et puis normalement, c'est cette force politique-là qui devrait arriver à Matignon. On prouve maintenant, on voit bien, on a bien la preuve qu'Emmanuel Macron, il arrive dernier à l'épreuve de démocratie pour ces Jeux Olympiques. Alors il serait temps qu'on remonte un petit peu le classement maintenant, parce que ça devient un peu minable. On a la rentrée qui approche. Il y a beaucoup de préoccupations sociales qui vont rentrer en jeu. Comment les gens vont pouvoir acheter les fournitures pour leurs enfants, comment ils vont faire pour s'organiser, le prix de l'essence, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est pas une force sociale et près des Français qui est au gouvernement. Donc il va falloir qu'Emmanuel Macron, il accepte la réalité des choses et qu'il appelle Lucie Casté à Matignon. Bon, très intéressant, Basile. Alors, nous sommes le 12, on a dit que les JO s'arrêtaient le 11 août, c'est normal. Très intéressant. Alors, vous restez avec nous, et bien sûr, vous interviendrez sur les JO tout à l'heure, Basile. Mais, ce que dit Basile est quand même très important. Qu'en pensez-vous, les vraies voix, de votre côté? Abel Boilly, c'était bien de se dire, allez, on fait la trêve pendant les JO, mais là, maintenant, on est le 12, il y a urgence?
On fait la trêve, mais c'est pas juste faire la trêve. Je pense que la population française avait besoin de se sentir heureux. On avait besoin de retrouver cette unité autour de l'amour de la nation. On avait besoin de retrouver vraiment cette ferveur que seul le sport peut procurer en réalité. Aujourd'hui, on est face à un défi parce que, comme ça a été dit de façon affective, on reste un peuple de râleurs, mais on reste un peuple très politisé aussi. D'ailleurs, ça n'a pas manqué d'être appelé lors de la cérémonie d'ouverture avec les débats que ça a causé. Donc, effectivement, il y a ce nouveau défi, mais la classe politique doit faire attention que ces défis ne cassent pas l'élan qui a été lancé lors de ces Jeux Olympiques. C'est assez important à mon sens. Philippe Bouriaki, bon, vous êtes estampillé écologie au centre. Lucie Castex, c'est une proposition, mais c'est pas évident que ce soit ça. Alors, je vais répondre sur 2 points. Trêve olympique, je rappellerai que le 28, c'est les Paralympiques. Et ça fait partie des Jeux Olympiques. Effectivement. D'accord. Donc, trêve olympique, on pourrait plus attendre la fin des Paralympiques. Il n'y a pas d'urgence. Vous savez, la Belgique, pendant 11 mois, n'avait pas de gouvernement et c'est jamais aussi bien porté. Maintenant, je voudrais dire 2 choses. C'est Basile, c'est bien ça? Oui, c'est Basile de Rouen. Je voudrais m'adresser directement à Basile. Basile dit un mensonge. Enfin, ou une erreur. Pardon, je voudrais pas insulter qui que ce soit. C'est pas le nouveau Front Populaire qui a gagné. C'est le barrage au Rassemblement National qui a gagné. Parce que vous avez des gens de droite, du centre-droit qui ont voté pour le nouveau Front Populaire, comme des gens du nouveau Front Populaire ont voté pour des macronistes ou des gens de droite pour faire barrage à l'extrême droite. Dans ces cas-là, si on va jusqu'au bout de la démarche Basile, c'est un gouvernement d'union nationale qu'il faudrait avoir. Et là, moi, je rejoins complètement. Maintenant, moi, je suis un démocrate. Et effectivement, sur le bloc majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, bien qu'ils s'entendent pas sur beaucoup de sujets, donc c'est pas un bloc normalement constitué. Effectivement, s'il n'y a pas un bloc de centre avec la droite, il est normal que le dirigeant, le futur Premier ministre, soit de ce bloc-là. Mais je voudrais dire quelque chose à Basile qui me semble un grand démocrate. Basile, la gauche envoie des messages très forts d'inclusion, d'humanisme, de lutte contre les inégalités, l'inclusion de la diversité. Qui a décidé, Lucie Castex? Ce sont une grande caste de bourgeois, de petits bobos entre eux. Pourquoi vous ne lancez pas un référendum national et vous proposez aux gens de chez vous, qui soient de la social-démocratie, de LFI, écologistes ou PC, qui souhaitent être candidats, et puis vous organisez un vote citoyen. Vous pouvez le faire par Internet, par voie dématérialisée. Et même Philippe Bouriaki ici, c'est une idée qui peut peut-être séduire la gauche française, mais rien ne dira finalement au bout du compte le président de la République que Emmanuel Macron choisira. Sur votre antenne, il y a une dizaine de jours, j'ai lancé quelque chose mais vraiment instinctif. J'ai dit, moi, si j'étais Emmanuel Macron, effectivement, je prendrais par le nouveau Front Populaire, mais quelle belle image après ce qu'on a vécu, les médailles qu'on a reçues de toute la France entière dans sa diversité. Quel beau message qu'on pourrait envoyer au reste du monde et surtout à la fachosphère qu'on a tous battue en nommant Karim Bouhamram, le maire de Saint-Ouen, Premier ministre. Qu'est-ce qu'il en pense, les camarades? Alors, ça, c'est votre proposition. Bon, évidemment. En tout cas, merci Basile. Vous restez avec nous toute l'émission. Vous étiez chaud là-dessus, Philippe. Mais oui, mais parce qu'on les entend. On doit y aller, là, Philippe. Non, bien sûr, pardon. On doit y aller. Bon, on revient. Mais vous voyez comme quoi, et c'est très bien. On fait un peu un spécial JO, mais pas de problème. On n'oublie pas le quotidien. Et merci à Basile. On revient dans un instant. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, c'est l'été. Pardon. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Nous y sommes à 17h19 avec ce moment où l'on revient quand même à l'actualité. Mais bon, je vous l'ai dit, nos 3 vraies voix sont Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques et Tous Unis et très spécialiste de sport. Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France et très spécialiste de sport. Et puis Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, qui est l'équivalent du MEDEF du sport. Donc vous voyez que on va être très JO, mais seulement c'est les 3 mots de l'actu et on va être un petit peu plus général. L'arrivée d'Antoine Mazère. Antoine, les 3 mots de l'actualité ce soir avec vous. On parle de Londres, JOstalgie, c'est un nouveau mot, et fête. Oui, c'est ça. Ce matin, on a tous un peu de nostalgie. Il y a une forme d'atmosphère étrange qui s'est installée dans le pays, parce qu'il n'y a plus d'épreuves à suivre, parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme de chaque matin. Et nous qui avons vécu pendant
plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara. On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Alors, dans les 3 mots, commençons par J-ostalgie, du coup, Antoine Mazère. Ce matin, les regards étaient déjà nostalgiques dans tout Paris, mais aussi dans toute la France. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont en effet exprimé leur vive nostalgie à l'issue de cette parenthèse enchantée des Jeux Olympiques de Paris. Même le chef de l'État, on vient de l'entendre, Emmanuel Macron, ce matin à l'Élysée, au moment de remercier les acteurs de ces JO, était lui aussi nostalgique. C'est le psychiatre Roland Gori, interrogé par le Huffington Post, qui explique le sentiment et dit qu'il est fréquent qu'après un moment d'élation, d'excitation maniaque, d'euphorie, le lendemain, c'est la gueule de bois. D'où le sentiment de tristesse, d'ennui et même un petit peu de mélancolie. Avant les Jeux Olympiques, nous étions dans un climat d'incertitude, voire d'insécurité, d'inquiétude. Tout cela a été épongé par la beauté du spectacle. Nostalgie, ces messieurs, Virgile Caillé, on imagine. Moi, j'adore ce néologisme-là, nostalgie. Et en revanche, on parle de parenthèse enchantée. Dans cette définition, ça veut dire qu'à un moment, ça s'arrête et qu'on retombe un peu de son nuage. Et alors moi, j'aimerais justement que lorsqu'on parle d'héritage, finalement, cette parenthèse enchantée, comme vient de le dire le président de la République, finalement, ce soit ça la vraie vie. Et qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus de concorde et de fraternité. C'est ce qu'on a vécu durant ces Jeux. Et c'est quand même ça la France. Donc, retrouvons vite nos valeurs. Bien souvent, la politique divise et le sport rassemble. Appuyons-nous là-dessus plutôt. Bon, on reviendra à la fête à la fin, mais quand même, intéressons-nous à ce qui se passe chez nos amis britanniques et à Londres, notamment Antoine Mazère. Oui, une nouvelle attaque au couteau en Angleterre. Une femme de 34 ans et une fille de 11 ans ont été hospitalisées ce matin après avoir été poignardées à Leicester Square, ce quartier très fréquenté du centre de Londres. Un homme a été arrêté et se trouve actuellement en garde à vue, a indiqué la police londonienne. Le Royaume-Uni connaît depuis plusieurs années une augmentation des violences à l'arme blanche et qui implique souvent des jeunes. Selon le Bureau national des statistiques, ces violences à l'arme blanche ont presque été multipliées par 2 en l'espace de 10 ans. C'est inquiétant, Abel Boilly, parce que ça repose le problème de ces fameux bateaux qui partent au-delà de la Manche, et avec toute cette immigration qui commence à faire réagir cette population britannique. Effectivement, c'est d'autant plus inquiétant puisque depuis plusieurs jours maintenant, il y a quand même des émeutes avec plus de 350 arrestations, il me semble, et les divisions que l'on peut voir entre guillemets ce qu'on appelle les nationalistes et les mondialistes, même si je n'aime pas ces appellations parce que c'est très caricatural. On voit qu'il y a une sorte de crise identitaire, il y a une volonté des peuples européens de vouloir s'affirmer face à une immigration qui est jugée comme peut-être trop envahissante, et c'est aux politiques justement d'avoir non seulement la responsabilité mais l'intelligence pour garder l'union nationale quel que soit le territoire. Bon, et 3e mot, Antoine Mazère, allez, on revient, fête. Oui, Paris est redevenu une fête, c'est ce qu'a déclaré Tony Estanguet hier soir lors de la cérémonie de clôture des JO. Le temps s'est arrêté et toute une nation s'est mise à vibrer. Du jour au lendemain, Paris est redevenu une fête et la France s'est retrouvée. Du jour au lendemain, toute la France est devenue olympique. Et oui, après 2 semaines de compétition et d'émotion, le patron de Paris 2024 a réussi son immense défi d'organiser les plus grands Jeux de l'histoire. Sur X, il déclare « On l'a fait ». Un élan est né, s'est félicité l'ancien kayakiste. Du jour au lendemain, toute la France est devenue olympique, jusqu'à Tahiti, où une baleine a même participé au final de surf, n'a-t-il pas manqué de rappeler. Philippe Bouriaki, une grande réussite pour Tony Estanguet. Je crois que l'homme est entré dans une autre sphère. On parle du futur ministre des Sports, là. Non, mais en plus, ça fait l'unanimité. Je suis désolé de revenir à la politique, mais oui, de fait, et pourtant, ça a été une bonne ministre. Amélie Oudéa-Castéra. Amélie, et avant elle, on a eu Roxana Maracineanu, on a aussi Laura Flessel, qui ont porté, en fin de compte, ce des Paris champions 2024. À chaque fois, des champions. Mais lorsque tu mets des gens passionnés et qui sont du milieu et qui connaissent et qui maîtrisent les sujets, ils ne peuvent pas se faire bananer par l'administration, parce que l'administration, t'as un petit peu du mal à la bouger. Et effectivement, ça a été une fête extraordinaire, mais pas que Paris, la région Île-de-France, le Nord, Lyon, Marseille, Tahiti, Bordeaux, Saint-Étienne, enfin, la France
dans sa métropole, dans ses outre-mer, jusqu'à la Réunion, enfin en Nouvelle-Calédonie, pour qui j'ai une pensée parce que c'est pas tous les jours facile. Ça a été extraordinaire. Merci. Abel Boilly, alors vous avez beaucoup voyagé pendant cette période olympique et vous vous êtes arrêté dans le Var. Vous avez une petite anecdote très pétanquesque. Bah oui, parce que pour moi c'était intéressant de voir... Pour la soirée de la cérémonie d'ouverture, j'étais à Paris et puis dans la nuit, donc dès le lendemain, j'étais dans le Var et j'ai passé une semaine là-bas. Et cette atmosphère de bien-être, cette atmosphère de fierté, cette atmosphère de volonté de suivre et d'encourager nos athlètes, on l'a retrouvée partout. Ouais. Et tous les soirs, on était là autour des télés, on s'invitait entre voisins pour regarder. Je me souviens là, les finales de Léon Marchand, c'est la meilleure soirée que j'ai vécue personnellement. Et puis à la fin, on a fini une partie de pétanque à 1h du matin en train de célébrer nos athlètes. Saint-Tropez, non, c'est pas Saint-Tropez. C'est pas vous. C'est pas lui. Je suis passé par Saint-Tropez, mais c'était juste à côté. Donc vraiment, j'ai passé des moments extraordinaires, même en étant loin de Paris, tout simplement parce qu'on a vécu cette fraternité au quotidien. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai pas envie qu'on parle de parenthèse enchantée. En fait, on est revenu à nos bases, à ce que ça devrait être au quotidien, malgré les nombreux défis. Et moi, j'espère plus que c'est une impulsion vers un nouveau chapitre de l'histoire de France post-Covid. Et Virgile Caillé, alors vous, sur l'aspect festif, il y avait une cérémonie de clôture hier. Bon, c'est moins fort que la cérémonie d'ouverture, mais c'est une habitude. Réaction sur cette cérémonie de clôture ? Non, mais ce sont des figures imposées. On mesure pas à quel point c'est très compliqué de gérer quelque chose d'original, de festif, de populaire avec ce genre de cérémonie. Que ce soit la cérémonie d'ouverture qui a été complètement unique, inédite, et puis la cérémonie de clôture. Moi, je reviens juste d'un mot sur ce que vous avez dit auparavant sur la réussite de ces Jeux. Finalement, il y a 7 ans, lorsqu'on obtient les Jeux, si on avait dû décrire ce que pourraient être des Jeux réussis pour nous, on aurait dit des stades pleins, on aurait dit des gens heureux, on aurait dit des belles performances, on aurait dit un pays en fête. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est même au-delà de ça. Donc, je sais même pas quels sont les termes à employer. Et d'ailleurs, Tony Estanguet l'a dit avec ses mots durant son discours de conclusion. Oui, on a réussi, on l'a fait, et c'est merveilleux. Et c'est grâce à tout le monde. C'est pas que le comité d'organisation, les politiques, etc. C'est vraiment la France entière qui a participé à la réussite de ces Jeux. Bon, merci Antoine Mazère pour ces 3 mots de l'actu. Alors lui, dithyrambique pour la France. Thomas Barr, le président du Comité international olympique. Hier, lors de la cérémonie de clôture, il s'adresse aux Français en ces termes, je cite: « Ensemble, vous avez contribué aux Jeux Olympiques d'une nouvelle ère à tous égards. Pour cela, vous pouvez être fiers pour toujours. » Dans un instant, nous vous posons la question: êtes-vous fiers d'être Français en ce mois d'août 2024 ? Nous en parlons avec nos 3 vraies voix. Et puis, un homme très fier sera avec nous. Tenez-vous bien, Simon Gauzy, médaillé de bronze avec les frères Lebrun en tennis de table par équipe. Il viendra nous donner son ressenti du point de vue des athlètes. À tout de suite sur Sud Radio. Vous réagissez 0826 300 300. Est-ce que vous vous sentez fier? Et puis aussi sur le compte X de Sud Radio, vous nous dites si oui ou non vous vous sentez fier en ce mois d'août 2024. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir dans une édition, on va dire, spéciale lendemain de fête, lendemain de JO. Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, est avec nous. Le sport et cycle, c'est le MEDEF du sport. Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France et grand référent sport à la région. Vous êtes avec nous, nous sommes prêts pour le grand débat de ce soir. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France a donc réussi ses Jeux Olympiques. Aucun drame, une sécurité efficace, une ambiance festive et fraternelle, de grandes performances, transport, propreté, logistique au rendez-vous. La trêve olympique, ça soulage. Le monde entier salue la qualité de l'organisation. Alors n'hésitons pas à nous congratuler. Écoutez le président de la République, Emmanuel Macron. Pendant des années et des années, beaucoup de gens nous ont dit que ça n'était pas possible. Parce que pendant des années, des mois, des semaines, tout le monde nous a dit que ça n'était pas faisable, que la cérémonie d'ouverture était une folie, que la sécurité n'était pas assurable, que la Seine ne serait jamais baignable. Il y a eu énormément d'experts qu'on a beaucoup entendus durant ces dernières années pour dire que tout ce que vous avez fait durant ces dernières semaines était impossible.
Un vrai plaisir, disons-le. Alors, j'aimerais qu'on accueille les vraies voix, peut-être avec des applaudissements. Simon Gauzy, médaillé de bronze. Bravo. On applaudit. Bravo. Simon. La célébration de Sud Radio. Bonsoir, Simon Gauzy, médaillé de bronze avec Félix et Alexis Lebrun. Ça va les lendemains de fête, Simon ? Un peu compliqué là, les 3 dernières nuits étaient un peu courtes. Ben oui, bon alors à titre personnel, j'ai eu l'occasion de commenter la finale du championnat de France des frères Lebrun et vous les aviez fait tellement souffrir en demi-finale, Simon. C'est dire que la globalité, le collectif pongiste français est à son max. Bon, on a évidemment tout dit sur vos performances. J'aimerais que vous nous disiez, Simon, si aujourd'hui vous avez senti chez vos supporters, chez vos interlocuteurs, chez les autres sportifs, un sentiment de fierté d'être français. Très clairement. Nous, en tant que sportifs, on nous avait promis l'enfer sur ces Jeux à Paris. Beaucoup de Parisiens avaient très peur. Bon, je crois que on peut quand même être fier de ces Jeux Olympiques, de ce qui a été montré au monde entier, que ce soit de la cérémonie d'ouverture à la clôture. Donc même les étrangers sont unanimes sur le fait que c'était des jeux magnifiques. Oui, c'est ça aussi qui est important. Il y a eu ces retours. Question pour vous, Simon Gauzy, de Philippe Bouriaki. Alors, je vais faire très court. Premièrement, j'ai dîné juste à côte de Simon et des frères Lebrun, à côté du palais d'expo de Versailles. Oh là là, il y a des dossiers, tout ce qui se passe au Mamachita reste au Mamachita. Non, Simon, en plus, à la rigueur allemande, il s'entraîne dans le meilleur club allemand et tout. Non, mais vraiment, ils étaient hyper accessibles, ils ont été abordables, ils ont été super sympas. Moi, je les ai pas dérangés, je leur ai juste merci et bon appétit et on les a laissés parce que je savais qu'ils avaient cette compétition. Simon, on a compris que tu étais fier d'être français, mais es-tu fier des Français et des Françaises ? Ah oui, non, très clairement. Déjà dans le public, ça a toujours été un petit peu un débat. Est-ce que le public est trop chaud, trop chauvin ? Là, je crois que ça n'a pas été le cas. En tout cas, de mon avis et des retours que j'ai eu même des étrangers. L'ambiance de notre salle était folle et en même temps les étrangers ont pris beaucoup de plaisir à jouer contre nous. La salle était pleine de 10h à 23h tous les jours pendant 15 jours, donc je pense très fier des Français. Alors Simon, question de Virgile Caillé, vous savez, l'Union Sport et Cycle, il va peut-être vous proposer un business, on ne sait pas, Virgile. Ah mais ça marche bien en ce moment le ping. Le président de la Fédé se bouge bien, ça se mobilise bien et c'est vraiment une fédération dynamique. Moi j'ai vécu le match contre le Brésil dans l'enceinte porte de Versailles. Non, pour la médaille de bronze. Exactement. Donc porte de Versailles, il y avait une ambiance assez incroyable. Je ne sais pas si Simon, tu as déjà vécu une ambiance de ce type-là. Et est-ce que ça transcende, est-ce que ça inhibe ? Manifestement, ça n'a pas trop inhibé. Vous en êtes bien sortis. Ils ont gagné le double avec Alexis Lebrun. C'est eux qui donnent le premier point. Simon Gauzy et Alexis Lebrun. Et après, j'ai une deuxième question. Donc, cette ambiance pour du ping où vous n'êtes pas forcément habitué quand même à cette atmosphère. Et puis 2, est-ce qu'il y a de l'émulation aussi au niveau du Club France ? Parce que j'ai vécu des célébrations. C'était chaud. Et quand je voyais tous ces Français qui chantaient la Marseillaise ensemble, ça devait quand même mettre un peu les poils. Et je confirme, c'est bien la demi-finale contre le Brésil et le médaille de bronze contre le Japon. On était bien dans l'ordre. Alors Simon, allez-y. Non, le public, nous, ça nous a clairement transcendé. Alors, on a quand même l'habitude de jouer devant beaucoup de monde en Asie. Les salles sont pleines. Alors c'est pas la même ambiance. Là, c'était beaucoup plus agressif, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme. Et moi perso, j'étais très tendu avant de rentrer dans l'arène. Et à partir du moment où on a eu ce public derrière nous, ça m'a relâché complètement et permis de jouer mon meilleur niveau. Alors, j'ai oublié la deuxième question par contre. La deuxième question, c'est par rapport au Club France, quoi. Ce sentiment quand il y avait ces célébrations avec cette ferveur autour du podium. Vous êtes jeté dans la foule, Simon, non, à la rockstar attitude. Sans hésiter. Non, sans hésiter. On était avec les gars, on se disait le lendemain, franchement, on a vécu un moment complètement dingue au Club France. Alors il faisait très très chaud, donc il y avait beaucoup de sueur, mais en tout cas, c'était vraiment un moment complètement dingue, quoi. En plus, c'était très tard, on était très fatigués, on n'avait pas beaucoup mangé, mais on a passé un moment magnifique avec tous les supporters.
Bon, question d'Abel Boilly. Alors moi j'avais une question plus globale, donc déjà encore une fois bravo et merci, parce que vraiment on a besoin de personnes pour vous, même pour notre jeunesse, c'est vraiment exceptionnel. J'avais une question plus globale. Est-ce que vous pensez que ces JO ont permis à la France de faire un pas en avant vers ce statut que l'on est beaucoup à attendre depuis des années, c'est-à-dire la France, pays du sport, par tous et pour tous? En tout cas, on a quand même grandement prouvé que les Français aimaient le sport. Après, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, ça c'est sûr, par rapport aux grandes nations qui sont beaucoup plus peuplées ou même riches en termes d'investissement dans le sport. Mais en tout cas, on a quand même montré que le public était présent sur tous les sites, sur tous les sports, du début à la fin. Et ça, je trouve que c'est une image magnifique pour la France et pour le sport français qui a aussi su se transcender pour amener un record de médailles historique pour notre pays. Bon, alors c'est d'une certaine manière l'occasion de nous donner rendez-vous à 18h40 parce qu'on se posera la question, est-ce que la France est devenue un grand pays? Simon Gauzy, peut-être une dernière question avant de vous libérer parce que évidemment vous êtes très très pris. Dites-moi, vous êtes parti, vous avez une carrière d'une grande longévité, vous avez été un peu le précurseur, ça a sans doute permis l'arrivée encore plus rapide des frères Lebrun. Vous êtes parti vous entraîner en Allemagne, qui est le club référence. Est-ce que vous avez envie de finir votre carrière dans un club français? Voilà, en fait, moi, je suis parti en Allemagne quand j'avais 18 ans. C'était pour vivre une nouvelle expérience. Et puis, déjà, j'ai beaucoup progressé. J'ai pris beaucoup de plaisir à vivre là-bas et à m'entraîner là-bas, à grandir en tant que joueur et humain. Et puis après, la vie fait que j'ai rencontré ma femme. J'ai 2 enfants là-bas, donc c'est un peu différent, mais très clairement la France me manque et j'aimerais bien rentrer un jour. Bien, voilà une bonne nouvelle. C'était Simon Gauzy sur Sud Radio, médaillé de bronze du tournoi de tennis de table par équipe avec l'équipe de France. Merci cher Simon Gauzy d'avoir été avec nous. Des réactions des auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300. Alors tiens, j'en profite parce que j'ai volontairement posé cette question un peu iconoclaste parce que je vous connais les auditeurs de Sud Radio. Vous aimez bien aussi dire oh attention. Bon, êtes-vous fier d'être français en ce mois d'août 2024? À 48% vous dites oui. Bon, à 51% vous dites non. Mais on sait votre volonté de rappeler la vérité. Mais il y a un peu de lest quand même lâché. C'est encourageant. Direction Perpignan. Simon, bonsoir. Oui, bonsoir Sud Radio. Bonsoir à tous les auditeurs. Bon, très fier d'être français, vous ou pas? Extrêmement fier, mais ce que je voulais préciser, c'est que j'ai surtout pas besoin de cérémonies sportives, même internationales, pour être fier d'être français. C'est beau. Ça c'est beau. Constant. Ouais. Et ce que je trouve dommageable, comme ça a été en 98, c'est que tout d'un coup, ils se sentent fiers, et puis juste après, on a complètement oublié, on retombe dans les travers initiaux. Bon, c'est quand même dommageable. Et je vois le président qui parle de nostalgie, de parenthèse à chanter. Moi aussi, je serais fier que le président de la République réussisse bien d'autres choses, bien plus importantes pour toute la population française. Pour moi, c'est effectivement, c'est divertissant, c'est du sport. C'est un peu long même à mon goût, mais bon, à part ça, c'est voilà, parce que bon, au bout d'un moment, on sature, mais bon, j'aimerais bien qu'ils réussissent dans bien d'autres domaines, beaucoup plus importants et beaucoup plus essentiels pour la population française. En général, alors bon, moi je viens du sport, Simon, et je dis souvent que le sport c'est l'école de la vie, c'est-à-dire que qui s'est s'en imprégné peut au quotidien, dans la vie de tous les jours, peut-être l'activer. Abel Boilly, je crois que c'est aussi votre philosophie. Quand Simon dit ça, c'est important ce que dit Simon. J'étais fier d'être français avant les Jeux Olympiques. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut pas parler de parenthèse. Il faut faire un retour à la normalité en fait, mais il faut utiliser le sport qui est quand même un des rares canaux qui est capable de transmettre ce type d'émotion et effectivement ne pas tomber dans une communication qui ressemblerait à de la manipulation. Mais comme vous venez de le dire, le sport c'est le bien-être physique, psychologique, psychique. On est quand même dans un pays où un quart de la population est addict aux antidépresseurs, il y a un suicide toutes les 40 minutes. Donc il y a besoin de faire cette promotion du sport, d'investir dans le sport, d'aider les fédérations comme on peut le voir aux États-Unis. On parlait de l'Allemagne il y a un instant, même pour que nos athlètes puissent rester
rester en France et que les meilleurs arrêtent d'aller s'entraîner à l'étranger. Donc je pense que le sport peut être ce vecteur qu'il faut utiliser en complément du reste, bien entendu. Oui, n'oublions pas, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Ça fait 2 fois que vous mordez un petit peu sur le deuxième débat. 18h40. Sommes-nous une grande nation de sport? C'est vrai, n'oublions pas que Léon Marchand est allé se préparer aux États-Unis. Donc mais on en reparlera. Alors d'ailleurs, vous les auditeurs de Sud Radio, je vous ai donné tout à l'heure le 51-48, ça c'est sur le site Sud Radio, et pour le compte X de Sud Radio, alors c'est non, je suis pas fier d'être français en ce mois d'août 2024 à 57%, mais là encore, ça veut dire 43%, oui. C'est-à-dire ceux qui tatillonnent un petit peu, bon, ils ont envie de le dire, et ceux qui sont heureux, ça changera rien pour eux. Mais bon, enfin voilà. Direction le 0826 300 300. Basile, notre auditeur fil rouge depuis Rouen. Basile, avec tout ce qu'on vient de vivre, sentiment de fierté ou pas? Bah écoutez, cette question, moi je trouve que ça fait un petit peu du pain et des jeux, et bien sûr on peut très bien être fier de nos athlètes français qu'on fait des belles prestations, de Thomas Joly qui nous a offert un talent incroyable pour la cérémonie d'ouverture. Mais à côté de ça, il y a quand même une amertume pour ces Jeux Olympiques, c'est que on a chassé les étudiants de leur cité universitaire, on a déplacé les SDF pour plus qu'ils soient dans les rues au regard des caméras, alors qu'en 2017, Emmanuel Macron, il avait promis qu'il ne serait plus dans la rue mais qu'il serait logé. Donc moi, je suis pas fier d'être français quand je vois la France, liberté, égalité, fraternité, n'est pas garantie par les garants des institutions. Donc il faut un petit peu se reprendre là-dessus et pas juste faire du pain et des jeux. Quelle merveille ces Jeux Olympiques, malgré qu'ils aient été beaux. Oui, j'ai volontairement posé cette question parce que je savais que ça allait vous faire réagir, et effectivement, c'est le but de l'émission des Vraies Voix. Sur ce que dit Basile Virgile Caillé, l'histoire des crous, des cités étudiantes, etc. Je suis pas sûr que ce soit aussi radical que ce que vient le dire Basile, en fait. Il y a un certain nombre d'étudiants qui arrivaient au terme de la réservation de leur appartements, qui les retrouveront logiquement à la rentrée. Il y a personne qui a été mis dehors. Ceux qui avaient un problème ont été indemnisés. Donc en fait, en vérité, ça c'est, il faudrait pas non plus utiliser ces arguments-là pour essayer de dénigrer un petit peu l'action de l'organisation de ces Jeux. C'est une organisation colossale qui a été réussie. C'est factuel. Il faut le reconnaître. Il faut en être fier. Et je crois, comme le disait Abel, qu'il faut retrouver. Ça doit être la normalité. Ça doit être la normalité. Et en revanche, quand j'entends dire que voilà, le sport c'était bien, ça nous a fait plaisir, moi j'avoue que ça me fait un peu bondir, parce que en vérité, le sport et les activités physiques et sportives aujourd'hui font partie de la solution. Ça fait partie de l'équation d'une société apaisée, fraternelle, qui retrouve des dénominateurs et un fil rouge commun, quoi. Donc appuyons-nous là-dessus, au contraire, pour trouver des directions communes, et puis arrêtons de nous diviser. On est tous à chanter la Marseillaise derrière notre équipe de France. Ok, c'est du sport, ça peut paraître accessoire pour certains, mais je pense pour un certain nombre de politiques, c'est déterminant, quoi. Quand vous avez évoqué finalement ce dialogue social qui passe par le sport, Abel Boilly, évidemment, président de Tous Unis, a confirmé, puisque c'est le cœur un peu de votre activité, Abel. Juste quand même, je voulais réagir, parce que Philippe Bouriaki, donc on a parlé des cités universitaires. Virgile Caillé dit ils vont pouvoir revenir dans les... Voilà. Si j'étais un petit peu provocateur, je dirais nos SDF, est-ce qu'ils vont revenir dans la rue, quoi? Enfin, alors, il y a 500 SDF en très grande précarité qui ont été relogés maintenant, qui ont un toit sur la tête. Je tiens quand même à le rappeler. Alors, on n'a pas une baguette magique, on peut pas régler toutes les solutions. Effectivement, le paradis, c'est l'Éden, et on n'en est pas loin. Mais il faut y aller tous ensemble. Je crois qu'à un moment donné, il faut se rendre compte de la chance qu'on a d'être dans ce pays. Un pays où, quand t'es malade, t'es soigné gratuitement. Un pays où, quand t'as pas des problèmes pour payer ton loyer, t'as les APL, t'as la solidarité nationale. Moi, j'ai eu la chance que ce pays m'accueille comme son enfant. J'ai eu la chance que ce pays fasse de moi un enfant de la République. Et j'ai eu la chance de voir d'autres pays.
s'il vous plaît, je suis désolé de le dire et tu as bien fait de me le rappeler, mais ceux qui sont pas contents en France, allez voir autre part comment ça se passe. Et quand vous reviendrez, vous dire waouh, j'ai de la chance d'être français. C'est le plus beau pays du monde. Et je trouve que c'est pas être nationaliste que d'être patriote. C'est pas être nationaliste que d'être chauvin. Il faut qu'on aime notre pays. Et quand on revient au sport, sur les bienfaits du sport, sur la santé mentale, sur l'inclusion, sur le vivre ensemble, respecter les règles, travailler, l'abnégation. Moi, ça m'a sauvé. Dans le quartier où j'étais, normalement, je serais ou en prison ou mort. Vous êtes originaire du Maghreb, hein, mais Philippe. Je suis originaire du Maghreb, de parents mixtes, mais je suis né en Algérie, j'ai grandi 5 ans en Algérie, j'ai été jusqu'à mes 11 ans, et je sais faire la différence entre un pays qui tend la main aux étrangers et qui les incorpore comme ses propres enfants. Stop, arrêtons de cracher sur notre nation, c'est le plus beau pays du monde. Et je l'ai dit tout à l'heure de manière peut-être un petit peu excessive, et tu as bien fait de me le rappeler, mais moi quand j'ai quelqu'un qui se plaint sur la France, je lui dis dégage, va voir autre part. Mais c'est pas dégage, barre-toi, c'est va voir autre part, fais un tour, prends une année sabbatique et tu verras, tu diras. Quand il t'arrive un problème de santé, t'es super heureux d'être français. Abel Boyi aussi, origine africaine, oui, rappelons-le. Voilà, afro-descendant d'origine du Congo-Brazzaville. Donc moi je suis né en France et aujourd'hui je suis fier d'être un Français afro-descendant. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, à partir du moment où on remarque tous que le sport permet de développer des émotions et une fraternité qu'aucun autre domaine ne permette, on ne peut pas dire c'est juste du sport, revenons justement à ce qui nous divise. Parce qu'en gros, c'est ça que ça veut dire. Moi, je travaille auprès des jeunes et on sait que quand il y a des jeunes en difficulté sociale, dans certains territoires, pas seulement les quartiers populaires ou les cités, mais même dans les campagnes, parce qu'on a exactement les mêmes problèmes, la tromperie, c'est d'opposer les deux jeunesses. On voit qu'il y a des jeunes qui ont une problématique avec leur rapport à la nationalité française, à la nation, pour tout type de raisons, mais quand ils se retrouvent avec le sport, on oublie tout ça. Puis on est tous égaux sur un terrain. Bon, eh bien, messieurs, on va tous se retrouver, et avec Basile aussi, puisque dans un instant, c'est le quiz de l'été. Et ça va être un quiz clin d'œil, évidemment, aux Jeux Olympiques, avec des petits extraits musicaux. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix, avec évidemment, c'est une tradition, le quiz de l'été que je vous propose à chaque fois. Alors nous avons les vraies voix, Abel Boyi qui est avec nous, Virgile Caillé et puis Philippe Bouriaki. Et donc notre auditeur fil rouge de la soirée, Basile depuis Rouen. Basile, le principe, je le rappelle, puisqu'on vient juste de reprendre la main spécial été après cette pause JO, vous choisissez l'une des trois vraies voix pour vous accompagner. Vous faites un duo contre les deux autres. Le but, c'est de trouver l'interprète de la chanson qu'on va écouter. Alors, Basile, votre choix pour Philippe, pour Virgile ou pour Abel? Je vais y aller avec Abel. Avec Abel, ok, Abel. Alors Abel qui sent la pression parce que quand on est avec l'auditeur qui est quand même notre invité d'honneur, tout ça, bon, c'est comme ça. Alors donc les VV, les vraies voix, l'équipe des VV, c'est Philippe Bouriaki et Virgile je Caillé. m'excuse Philippe par avance. Et donc l'équipe auditeur, c'est Abel qui est avec Basile. Alors attention, c'est un spécial Jeux Olympiques, les chansons qui vous ont marqué. S'il vous plaît, vous nous donnez l'interprète de la chanson que nous sommes en train d'écouter, hein. On est bien d'accord, c'est parti. C'est pas Edith Piaf? Edith Piaf? Bien, Virgile. Allez, Edith Piaf, non, ça c'est bon. Edith Piaf, il a été très rapide, hein. Pas possible. Alors, je précise que je suis pas de cette génération quand même, mais c'est la chanson française, donc voilà. Oui, bah alors effectivement, Céline Dion l'a chanté, mais il y avait la possibilité de dire Céline Dion, et vous n'avez pas attendu le fait parce que c'est à l'orchestration. Vous avez reconnu. Exactement. Bon, Basile, du coup, vous marquez pas hein, sur ce coup-là. Non, pas encore. N'hésitez pas à y aller fort, hein, Basile. Hein. Oui. Ok, allez, qui chante ça? Philippe Catherine, c'est Basile l'a dit aussi, Basile et Abel, ça fait 1 partout. L'équipe qui gagne et l'équipe qui arrive à 4 points. Attention, 3e extrait.
Oh là là, qui a la garde républicaine? La photo, on veut le voir. Oh là là. C'est lui. J'ai fait exprès de pas dire le prénom parce que ça va plus vite de dire le nom de famille directement. D'accord, mais alors ce qui est fou, c'est qu'en plus, Basile et Abel, vous êtes un petit peu, alors comme la consonance de vos prénoms, d'ailleurs Basile Abel, ça se renvoie. Et j'ai entendu aussi Basile très vite avec Abel. Donc c'est à vous que je donne le point, ça fait 2-1. Beaucoup entendu également lors de ces JO. Cette fois-ci, c'est Philippe Bouriaki. Sur le fini, je l'ai vu la photo là. On égalise. Ça fait 2-2. L'équipe qui gagne est celle qui est arrivée à 4. Il nous reste encore un peu de temps. Ça ressemble finalement un peu au principe des matchs de tennis de table où il faut gagner 4-7 en simple. Alors attention, qui chante ? Johnny ? Non. Des jours à te faire des chansons d'amour au piano toutes mes gammes, au stylo tout mon game. Jour après jour, je ne sais que parler d'amour. Alors, Basile, elle a chanté Imagine, non? Sur la scène, c'était magnifique avec Sofiane Pamar, c'était absolument magnifique. Bah oui. Basile, vous ne l'avez pas, Basile? Vous dites qui, Basile? Joker. Non, c'est pas Joker. Alors Batman, alors dans ces cas-là. Bah personne ne l'a. Juliette Armanet. Mais voilà. Vous êtes impardonnable. Elle a si bien chanté. Donc attention, il va falloir se départager. Et si ça se trouve, ça peut se terminer à égalité. Qui chante ça? Johnny. Ah oui, Johnny. Je t'aime, Johnny. Ah oui. Johnny, et ça tous les soirs au Club France. D'accord. C'est bien en plus sans les paroles. Hein. Ah ouais, non. Ah oui. Parce que juste avec l'introduction. Donc qui a été le plus rapide là? Je crois que c'est nous là. Je crois que c'est vous. Et ça fait 3-2. Basile et Abel, il va falloir réagir vite, sinon vous perdez. Hein. Donc la chanson c'était que je t'aime. Voilà. Attention, qui chante ça? John Lennon. Ils sont trop rapides. C'est bon, vous avez gagné. Vous avez gagné. Bravo. Victoire de Virgile Caillet et de Philippe Bouriaki. Basile, sans regret. Vous aviez la main, hein? J'avais bien aimé entendre Kevin avec Angèle. Oh, je vous entends mal là. Replacez-vous bien. Qu'est-ce que vous disiez, Basile de Rouen? J'aurais bien aimé entendre Kevin avec Angèle pour la fermeture. Eh oui, mais alors que voulez-vous? Là, ce quiz, c'est tous les jours. Et il faut que je répartisse un petit peu. Donc je ne dis ça, je dis rien, mais ça va peut-être revenir, ce thème. Voilà. Oui, Angèle, hier, était là sur la cérémonie de clôture. C'était très beau. Voilà. Un mot sur cet aspect... on a un petit peu de temps là, un mot sur cet aspect chanson. Ça a été très musical, ces JO. Ça ne vous a pas échappé, Virgile Caillet? Oui, non, mais la bande musicale de la cérémonie d'ouverture déjà était complètement incroyable. Il y en avait pour tous les goûts, pour toutes les générations, des choses assez iconiques. Encore une fois, je reviens sur Juliette Armanet sur la scène sous la pluie avec Sofiane Pamar, avec ce Imagine. Enfin, c'était là pour le coup, on peut parler de moments suspendus. C'était assez exceptionnel. Et puis après, pendant les compétitions, sur tous les sites de compétition, il y avait une animation dingo, quoi. C'était génial. Et notamment quand ça gagnait, à chaque fois, il y avait ça, je crois. Est-ce qu'on l'a? On va l'avoir. On va l'avoir. Mais il y avait hommage aux chanteurs, aux chanteuses qui ont marqué l'histoire de la variété française. Philippe Bouriaki. C'est vrai. J'ai 2 regrets. J'aurais bien voulu entendre, j'ai kiffé ses runs, il n'y a pas de souci, mais Jean-Michel Jarre, ça m'a manqué devant la Tour Eiffel. Et en clôture, ce qui m'a manqué, et je rejoins son coup de gueule, c'est quand même David Guetta et Daft Punk. Ah oui, à ce point-là. Ouais. D'accord. Et vous, Abel, qu'est-ce que... J'aurais aimé voir David Guetta, mais je suis quand même content parce qu'on a pu montrer que la France, en plus d'être un pays de sport, est un grand pays de musique aussi, et qui a influencé nombre d'artistes internationaux. On a vu avec le groupe Phoenix, c'est quand même des mecs de Versailles qui ont eu un Grammy Awards quand même, qui ont des tubes planétaires. Donc on peut être tout aussi fier de cela. Et puis il y avait ça donc. Pour toutes les victoires,
dans toutes les salles et tous les soirs au Club France. Voilà, on la connaît par cœur. Hier soir, on voyait les gens pleurer dans le Stade de France pendant que cette musique était diffusée. C'était beau. Allez, viens, on recommence. Non, mais c'est tout bête cette histoire, mais bon, sur ce genre de commémoration, on va chercher un peu le super fêtatoire, etc. Mais là, c'est le chanteur populaire par excellence, Johnny Hallyday, et avec la chanson, avec les mots les plus simples, que je t'aime. Mais ça fait partie de notre patrimoine, en fait. Ça fait partie de notre ADN. On a entendu du Aznavour, on a entendu du Piaf, voilà, Céline Dion. Tout ça, ça fait partie aussi de notre socle commun, notre patrimoine commun, et c'est aussi ce qu'ont su démontrer ces Jeux Olympiques, quoi. On a cette base commune, et effectivement, arrêtons les divisions. Appuyons-nous plutôt sur ce qu'on sait faire ensemble. D'ailleurs, quand on est sportif, c'est souvent ce qu'on dit. Évitons de travailler trop les faiblesses. Renforçons plutôt ce qu'on sait faire de bien. Donc voilà, c'est peut-être une des leçons de ces Jeux. Bon, on remercie Basile. Vous restez avec nous, Basile. Vous êtes toujours avec nous, Basile, non? Oui. Non, il va revenir tout à l'heure, il n'y a pas de souci, mais si moi j'avais un petit... quelqu'un a des nouvelles de Jean-Jacques Goldman? Non. Ouais. Et en Angleterre, un jour. On saura un jour. On saura un jour. Non, mais pour le coup, parce qu'on pouvait se dire, tiens, éventuellement, mais là, vrai. C'est vraiment qu'il n'est pas content, le garçon. Enfin, non, pas qu'il n'est pas content, mais qu'il n'a pas envie. Et qui, bon, c'est comme ça. Dans un instant, les infos, et nous revenons sur Sud Radio avec les vraies voix, et bien sûr, ces grandes questions autour des Jeux Olympiques. Vous donnez votre avis au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir dans une émission qu'on appelle spéciale lendemain de fête. Après les JO. Ben oui, Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, est avec nous. Abel Boilly, président de l'association Tous Unis. Tous uniques. Bah oui, pourquoi ça a été mis dans ce sens-là? Je ne sais pas. C'est bizarre, des fois ça s'inverse. Et puis Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France, grand spécialiste de la question sport au conseil régional. Alors précisément, vous avez la commission, c'est ça? Je suis commissaire au sport, aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Ouais. Auprès de Patrick Carr et d'Armelle Gendarme, à qui... j'ai une grande pensée pour elle et qui traverse une épreuve très difficile. D'accord. Message passé sur les antennes de Sud Radio. Les auditeurs de Sud Radio, vous n'hésitez pas. Au 0826 300 300. Vous nous dites sentiment de fierté ou pas. Nous aurons tout à l'heure le coup de projecteur avec cette question que nous posons. Est-ce que la France est devenue un grand pays de sport? Vous nous donnerez votre avis. Tout cela est important. Il y aura le tour de table de nos vraies voix. Et tout de suite, encore une fois, un spécial JO avec Antoine Mazère. 8 ans après sa médaille d'argent à Rio en 2016, Élodie Clouvel a remis ça hier. Au terme d'un finish en apothéose, la Française a pris la 2e place du pentathlon moderne hier matin. Partie avec 13 secondes d'avance sur la dernière épreuve, Élodie Clouvel n'a pas pu résister au retour de la Hongroise plus à droite devant la cible. Mais au mental, elle conserve cette 2e place précieuse et s'offre une 2e médaille olympique à 35 ans. C'était la 63e médaille tricolore. Revivez ce moment avec les commentaires d'Eurosport. Allez chercher l'argent. 4. Là, le dernier, là. Allez, ça y est. Allez, bravo Élodie, allez. Tu l'as bien mérité, une 2e médaille d'argent 8 ans après Rio. Mais la médaille, elle est in the pocket, Adèle. On l'a, la médaille en pentathlon. Elle est là, Élodie Clouvel, médaille d'argent. Oui. Bravo Élodie, bravo. Tu peux être fière de toi. Bonsoir Élodie Clouvel. C'est beau, Et Élodie, comme on a fait tout à l'heure avec Simon Gauzy, nous vous applaudissons tous. Bravo, félicitations. On rappelle que le pentathlon moderne, c'était le coup de cœur du baron Pierre de Coubertin. Alors il y a l'équitation, saut d'obstacle, il y a l'escrime, il y a la natation, et après alors les deux sports qui sont devenus en un, le laser run maintenant, mais c'est tir et course. Allez-y Antoine. Exactement. Est-ce que lorsque vous réentendez Élodie ce moment 24 heures après, ça vous procure quelques frissons, j'imagine? Ah ouais, non, je réalise toujours pas. C'est incroyable ce que j'ai vécu. Ce que j'ai fait aussi, je suis tellement fière. Ouais, de vivre ça en France, j'imagine que ça avait une saveur particulière. On a vu des images assez folles de Versailles, en plus. Pentathlon devant 15 000 personnes. Même Teddy Riner était venu vous voir. Il était assez ému de vos performances. J'imagine que ça, c'est un souvenir qui va être marqué à vie. Ouais, c'est marqué à vie. Quand t'as Teddy Riner qui te dit que ta médaille, en fait, ça vaut de l'or parce que c'est un sport qui est incroyable et c'est tellement difficile.
tout le monde m'a dit mais c'est historique ce que tu as fait, c'est 2 médailles d'argent, c'est fou. Mais moi, elle a une saveur particulière, je réalise pas et c'est incroyable, c'est magique ce que j'ai fait. Et Elodie, on a l'habitude de dire que la France a préparé ses Jeux dans la souffrance et qu'au bout du compte, parce qu'elle est dans la souffrance, elle a triomphé. C'est un peu votre histoire, vous êtes dans la résilience, vous êtes passé par des moments que beaucoup de sportifs connaissent, le burn-out, et puis boum, ça revient. Cette résilience, vous la sentez vraiment bien au bout de votre épée ? Ah ouais, non mais c'est tellement ça, c'est une médaille, mais il y a 1 an de ça, si vous m'aviez appelé, j'étais tellement au fond du trou, je savais même pas si j'allais continuer. Et là, hier, j'étais une reine comme dans un château à Versailles. Ah oui, bah oui. C'était fou, et puis porté par tout le public français, par tous mes proches, toute ma team, tout mon staff, toute l'équipe de France de pentathlon. Enfin, c'était un moment unique qu'on a vécu pour tout le monde, avec tout ce public, cette ferveur. J'avais l'impression d'avoir tout gagné en fait. Bon, alors Élodie Clouvel, les vraies voix autour de la table trépignent de vous poser des questions. Philippe Bouriaki. J'ai vu tellement de demandes de mariage pendant ces JO. Je ne connais pas la situation matrimoniale d'Élodie. Mais je pense que son cœur est pris, et en plus, c'est une histoire de pentathlète. Hein. C'est cela, Élodie, non ? Alors ouais, avec Valentin, je tiens à le remercier d'ailleurs parce que hier c'était un grand moment qu'on a vécu tous les deux à l'arrivée. Il m'a soulevé, et il m'a dit mais c'est fou, on l'a fait. Parce que lui aussi, il aurait aimé être à cette place et en fait, il a tout donné pour que j'y arrive. Il a fait toute la préparation avec moi, donc il n'y a pas eu de demande en mariage, mais en tout cas, on a fait des choses tous les deux. Et Valentin doit te passer l'or au bout des doigts. Ouais, non, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, pour les garçons, ça a été un petit peu plus dur en pentathlon moderne, pour l'équipe de France. Oui, ça a été un petit peu plus dur, mais après, vous savez, c'est un sport tellement difficile, le pentathlon moderne, il faut beaucoup d'humilité, et effectivement, ouais, ça a été dur pour eux, et j'ai une pensée d'ailleurs pour eux, parce que je sais qu'ils ont tout donné, et en pentathlon, les 18 qui étaient en finale auraient aimé être médaillés, hein. Il y en a que 3. Hein. Antoine reprend la parole. Ouais, on a un petit message, Élodie, pour vous, exclusivement pour vous. C'est notre consultant Sud Radio que vous connaissez très bien, qui a vécu les Jeux Olympiques avec nous, qui a voulu vous adresser un petit message. On l'écoute. Coucou Maëlo, ma grande championne. Tout d'abord, merci pour ces moments de partage vécus hier. Tu as été sensationnel. Je te l'ai dit, mais je te le répète, tu as été monumental. Je reprendrai l'expression en l'adaptant. Le sport de haut niveau n'est pas un long fleuve tranquille. Et je sais tout ce que tu as dû traverser pour en arriver là, ou du moins en partie. Tu l'as prouvé par ton retour au plus haut niveau. Une 2e médaille d'argent aux Jeux, 8 ans après la première. Alors, ce retour de la compétitrice que tu es est phénoménal. C'est pour cela que j'ai envie de te dire que pour moi, ta médaille vaut de l'or. Je t'embrasse très fort. Ah, c'est beau, Sébastien Delaigne, mais champion du monde de pentathlon. Je ne sais pas s'il écoute. J'imagine. J'imagine, mais en tout cas, c'est incroyable ce message. J'ai les larmes aux yeux. Je suis hyper émue. Avec Seb, on a tellement traversé de choses ensemble. On a tout partagé. Il m'a aidé dans ma préparation. Il m'a toujours soutenu. Il était là à distance et hier il était là et on a vécu ce moment tous ensemble et Seb, ouais, c'est la famille, c'est l'équipe. J'ai pas les mots pour le remercier parce que il m'a tellement aidé et j'aurais aimé après Tokyo qu'on continue ensemble parce qu'on était parti sur un truc de fou, même si j'ai pas eu de médaille à Tokyo et on l'a eu hier et c'est ce que je lui ai dit, la première chose que je lui ai dit quand je l'ai vu, je lui ai dit Seb, on l'a eu la médaille. Et oui, c'est beau. Bravo Antoine Mazère d'avoir été au contact. Bon, on rappelle Valentin, c'est Valentin Belot, hein, bien sûr. Hein. Oui, c'est Valentin Belot. Oui, bien sûr, parce que on peut dire que le pentathlon moderne n'est pas le sport le plus
connu. Bon, j'ai eu l'occasion, moi, d'en commenter une fois pour une chaîne de télé, mais c'est passionnant. Une petite question quand même, Virgile Caillon, on profite de la présence d'Élodie Clouvel, vice-championne olympique sur Sud Radio. Allez-y, Virgile. Absolument, et Élodie qui était rayonnante hier au Club France, qui a vécu une très très belle célébration. D'ailleurs, elle a dû avoir une nuit un peu courte parce que ça s'est fini tard, le Club France, mais c'était assez génial. Philippe, petite précision, il y a eu 7 demandes en mariage qui ont été recensées officiellement, dont 2 à la voile à Marseille. Ma question pour toi, Élodie, la petite histoire dans la grande, je crois que tu as été la dernière athlète à chevaucher en équitation dans le cadre du pentathlon moderne dans les Jeux. Selon toi, quelles seraient les éventuelles nouvelles disciplines qui viendraient se substituer à l'équitation? Oui, parce que c'est un sport qui évolue et du coup, on l'a compris parce que ça doit coûter cher parce qu'il faut bon, et vous me direz les contraintes, plus les contraintes, etc. Donc ça veut dire que l'équitation, oui, ça disparaît alors. Élodie. J'ai été la dernière de l'histoire du pentathlon moderne à monter à cheval hier dans l'enceinte du château de Versailles. Donc c'était un moment historique. Et on va se suivre ensuite avec l'épreuve d'obstacles, mais une épreuve complètement différente avec des obstacles un peu avec comme des anneaux, une ligne d'obstacles en fait. Ah oui. Un petit peu. Ouais. Ah oui, donc ça veut dire que vous avez déjà la course à pied, ça va pas faire doublon en fait alors? Non, ça va pas faire doublon. Ça a déjà commencé. D'ailleurs, les jeunes ont déjà commencé et ça se passe très bien. Il y a beaucoup de ferveur aussi auprès de cette discipline. Donc, je pense que ça va amener du monde et ça va inclure aussi pas mal de nouveaux pays. Bon, Élodie, il faut absolument relancer ce pentathlon parce que il tient, disons-le, aux Jeux Olympiques qui demandent avant tout à un sport d'être universel. Il tient par le fait que c'était le sport du baron Pierre de Coubertin, mais votre sport est magnifique, mais tellement bizarre à mettre en place que il faut trouver la petite astuce. C'est sûr que c'est un sport qui gagne à être connu et c'est un sport magnifique. Tous les gens qui sont venus hier, ils m'ont dit mais c'est un sport de fou. Vous faites, 15 000 personnes. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc je pense que ça va être magnifique et la suite va être belle en tout cas. C'est pas pour rien que ça s'appelle pentathlon moderne parce que ça évolue en temps et avec la société. Et il était temps de dire au revoir à l'équitation. J'avais forcément beaucoup d'émotions. D'ailleurs, demain, je vais remercier mon cheval à la garde républicaine. Fly. Et je vais lui mettre ma médaille autour du cou. Ah oui, ça c'est vrai que c'est tellement particulier parce que en équitation, bon, vous c'est un peu différent, mais en équitation c'est l'histoire d'un couple en fait, et c'est vrai que c'est jolis chevaux. Merci Élodie Clouvel, merci de la part de tous les Français d'abord parce que vous apportez une pierre à l'édifice qui s'appelle de l'argent dans le total de 64 médailles, et ce qui fait que en termes de nombre, la France est devenue une des grandes nations de sport, et ça sera d'ailleurs l'objet de notre débat tout à l'heure à 18h40. Merci Antoine Mazère pour ce si beau moment de nous avoir amené pour un petit peu de temps qui est très très pris pour nos médaillés. Élodie Clouvel, merci Élodie Clouvel. Et bravo. Merci. Bravo. J'ai hésité à faire quand même une demande en mariage en direct. J'allais le dire. C'était ma chute, mais alors Élodie, qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous nous tenez au courant. À la natation, j'avais quand même le bonnet Belot sur la tête. Très bien, très bien. Bon, il faut qu'on soit tenu au courant parce que ça, c'est en plus un couple très très connu dans le monde de la grande famille olympique française. Merci Élodie Clouvel. Dans un instant, on se retrouve avec le tour de table de nos vraies voix. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de Sud Radio, spécial lendemain de fête, lendemain de JO, avec des médaillés qui sont venus nous rendre visite. Élodie Clouvel pour le pentathlon moderne, Simon Gauzy pour le tennis de table, et puis nos 3 vraies voix donc qui sont autour de la table, des très 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 spécialiste de sport. Virgile Caillé, le délégué général de l'Union Sport et Cycle. Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Et puis Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France, spécialiste de la question du sport. C'est parti pour le tour de table. Vous regardez les actualités régionales? Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité, je lui donne.
Le tour de table de l'actualité. Bon, alors évidemment, c'est quartier libre, hein, le tour de table de l'actualité, mais vous, les vraies voix, vous êtes obligés finalement, c'est plus fort que vous, de revenir sur les questions olympiques. Et évidemment, on est en plein dedans. Philippe Bouriaki, pour vous, le succès des JO de 2024, une grande gifle au grincheux qui nous prédisait le pire. Oui, j'ai une pensée, ça m'arrive dans mon côté âme sensible, à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon, la même face d'une même pièce, souvent je le dis, qui nous prédisait le pire au niveau sécurité, au niveau ambiance, au niveau spectacle, au niveau transport. Désolé de vous avoir déçus les gars, j'ai envie de leur dire. Mais aussi, cette belle aventure a été possible grâce à l'implication de tous et de toutes, de tous les Français et les Françaises, des entreprises, on en parlera tout à l'heure, qui jouent le jeu au cours de l'année en embauchant des athlètes et qui leur permettent d'avoir du temps pour pouvoir s'entraîner. Et ça, il faudrait qu'on fasse une vraie réforme là-dessus pour que ça leur coûte beaucoup moins cher et pour qu'on ait encore plus de médailles, parce que je voudrais rappeler que plus de la moitié de ces sportifs galèrent toute l'année. Je pense qu'on va en parler après. Okay. Oui, ça c'est prévu. On spoil pas alors. 18h40. Ouais. Merci à tous nos athlètes qui ont fait briller et rayonner la France devant le monde entier. Merci à toutes les femmes et les hommes de l'ombre, ceux qu'on voit pas, mais ceux qu'on appelle les petites mains, qui ont participé au nettoyage, à la sécurité, à la restauration, aux livreurs qui ont ramené la nourriture sur Paris, aux chauffeurs de taxi, Uber, etc. Enfin au VTC, pardon, pour ne pas donner de marque. Ces femmes et ces hommes qui agissent dans l'ombre, ces gens du spectacle, de l'animation, ceux qui ont participé aux fouilles, et puis surtout, évidemment, une grande pensée à nos anges gardiens et gardiennes, ceux des hôpitaux qui ont été en alerte, qui ont privé de leur congé, nos policiers, nos gendarmes, notre armée, nos pompiers, sécurité civile, Croix-Rouge, l'Ordre de Malte. Et d'ailleurs, qui ont dû gérer une petite épidémie de Covid. Tout à fait. Nous avions une des invitées prévues qui a été contaminée par le Covid. C'est toujours le cas. Et puis, merci à toutes les préfectures et puis à toutes les institutions, les collectivités territoriales. Évidemment, j'ai une pensée particulière pour la région Île-de-France qui a mis 600 millions d'euros sur la table, on ne le dit pas assez. Donc merci Valérie Pécresse et Patrick Caram qui ont fait beaucoup et qui continueront à faire beaucoup. Je pense au dispositif SHN, aux sportifs de haut niveau. J'ai testé pour vous les transports, moi, pendant ces JO. Et j'allais conclure sur les transports. Même Anne Hidalgo disait que ça allait être catastrophique. Elle revient sur ses propos. Donc merci Anne de revenir sur des propos. C'était bien, il y a des fois, ça aurait pu être un petit peu mieux. Ça peut toujours être début, mieux. Attention, il y a eu des paniques au début. Tout à fait, mais il fallait mettre les choses en place. Et tu sais, accueillir plusieurs millions de personnes, etc., à un moment bien précis. Parce que quand tu les accueilles sur toute la journée, bon, c'est fluide. Mais quand c'est à la sortie et quasiment en même temps de partout, c'est une gestion un peu compliquée. Enfin, la ligne C du RER avec un train toutes les demi-heures seulement pour Pontoise, ça fait mal. C'est vrai, c'est vrai. Faut arrêter d'habiter Pontoise d'ailleurs. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai. Ça fait partie des petits couacs. Mais 95% de taux de satisfaction et de régularité et de ponctualité. Moi, je dis bravo à la région Île-de-France, bravo Île-de-France Mobilité, mais bravo aux agents de la SNCF et de la RATP, de Keolis et Transdev, parce qu'on les oublie souvent, mais ils ont fait partie du dispositif. Et puis, merci et bravo à Laurent Nunez, mais un grand bravo. Le préfet, à tous les préfets des différents départements qui ont joué le jeu. Et puis, un coup de chapeau à Gérald Darmanin. Là, il fait fermer le bec à plein de gens, donc grand respect, bravo, et merci Monsieur le Président de la République, parce qu'il y a 7 ans, c'était un des premiers qui a déclenché et qui a soutenu, qui s'est battu énormément. Et puis, merci à tous les médias qui ont joué le jeu, et bien particulièrement à Sud Radio. Oui. Alors après, vous savez, dans les médias, il y a ceux qui ont les droits et ceux qui ne les ont pas. Donc, il y a la question de se dire, si on n'a pas les droits, comment on fait? Et c'est vrai que Christine Bouillot, notamment sur cette tranche, ancienne handballeuse internationale, Christine Bouillot, qui était aux commandes et ça a été un vrai plaisir. Alors, Philippe, il y avait un sketch, c'était Heureux, Fernand Reynaud, c'est ça. C'est un peu vous, et c'est bien. Oui, c'est bien, c'est positif. Allez, le tour de table de Virgile Caillé, grâce à la formidable démonstration offerte par ces JO de Paris 2024, le sport a prouvé qu'il pouvait être un ciment et un outil du mieux vivre. Oui, exactement. Alors on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Moi, je trouve que on a la possibilité, grâce à ces Jeux, de franchir une nouvelle étape.
et grâce au sport d'essayer d'aller plus loin et mieux dans le vivre ensemble. Trop souvent, et ça a été d'ailleurs le cas d'un de nos auditeurs, on réagit sur le thème le sport c'est sympathique, c'est accessoire, c'est agréable à regarder. Et en fait, on ne mesure pas à quel point finalement l'activité physique au sens large et le sport répondent à tout un tas de problématiques de notre société. Ces Jeux ont été une formidable démonstration que grâce au sport, on pouvait vivre ensemble, on pouvait avoir des ambitions communes, une fierté partagée, une fraternité retrouvée. C'était le cas dans les stades, mais quel bonheur de voir tous ces gens heureux de vivre ensemble, de supporter les équipes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Tous les peuples étaient vraiment unis pour le coup. Alors ça fait un petit peu monde des bisounours, utopique, mais la vérité, c'est que le sport permet justement ces rassemblements. Mais pas que ça. Pas que ça. Et c'est un petit coup de gueule parce que on est nous en France le pays des philosophes, des poètes, des grands penseurs, et on a toujours dissocié la tête, l'esprit et le corps. Il est temps, comme le dit Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des JOP, de rassembler ces deux incompris parce que le sport, c'est aussi des enjeux de lien social. Ça a été une formidable aventure pour la Seine-Saint-Denis, pour plein de départements d'Île-de-France. C'est aussi un enjeu d'éducation. On voit bien que le sport, ses règles du jeu, son respect de l'adversaire, des arbitres, la tolérance, tout ça, c'est des outils assez formidables que l'on peut exploiter au quotidien. Le sport et les activités physiques et sportives répondent aussi à des enjeux de santé publique. 95% aujourd'hui des adultes ne font pas assez d'activité, c'est 50% chez nos jeunes, 50% qui sont en dessous du seuil d'activité recommandé par l'OMS. Donc on a des enjeux considérables sur lesquels le sport et l'activité physique peut avoir une réponse. Et puis le sport, c'est aussi un secteur économique qui est très dynamique. Dont vous vous occupez, exactement, Virgile Canière, levier de croissance, c'est 61 milliards d'euros les retombées économiques du sport en France, c'est autant que la restauration et l'hôtellerie. Donc souvent, on cultive un sentiment d'infériorité dans le sport, alors qu'en fait, on est un véritable secteur économique à part entière. On crée de l'emploi, on est très dynamique, plus toutes les autres externalités positives. Donc il faut que nos politiques, nos élites prennent en considération, reconnaissent ce qu'est le sport et que c'est un bien commun. Même à la table du Conseil des ministres, en général, le ministre des Sports renvoie l'information comme quoi il se sent un peu moins important que le ministre de l'économie ou le ministre de l'Intérieur. Mais comme à l'école, comme au collège, où le prof de PS, c'est le dernier à qui on demande son avis sur un élève. Et moi-même, dans certaines rédactions, quand je suis arrivé avec mon passé de journaliste sportif, on n'imaginait pas que... on ne prend pas au sérieux. Exactement. Donc voilà le petit coup de gueule, reconnaissance et considération de ce que le sport peut être une partie de la solution pour notre société. Alors nous poserons la question tout à l'heure, la France est-elle devenue une grande nation sportive? Nous aurons comme invité dès 18h40 Frédéric Sanor, le directeur général de l'Agence nationale du sport. Avant, une petite pause et puis on revient avec le tour de table d'Abel Boilly. Ça va aussi quand même un peu tourner autour des JO. Vous avez le programme, restez bien avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. C'est un lendemain de fête. La France a fait d'exceptionnels JO, l'a montré à la face du monde. Et nous revenons avec tout un tas de débats et d'experts, vraies voix autour de la table. Dans un instant, nous retrouverons Frédéric Sanor, le directeur général de l'Agence nationale du sport, notre invité d'honneur pour votre grand débat. La France est-elle une grande nation sportive? Vous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez pour nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. Mais avec nos trois vraies voix autour de la table, voici le troisième tour de table. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Le tour de table d'Abel Boilly. Abel, JO 2024, la reprise de l'agenda politique va-t-elle avoir l'effet d'une brutale sonnerie de réveil après un sommeil très agréable? Tout à fait, je vais faire mon tour de table en essayant de garder l'esprit joyeux des Jeux Olympiques. Alors ces JO de Paris 2024 ont apporté à la France des sensations que l'on n'avait pas ressenties depuis belle lurette, on ne cesse de le dire depuis le début de cette émission. Fierté d'être français, oui mais ensemble. Unité nationale, oui mais... ensemble. Voilà, il y en a un qui a compris. Il y en a qu'un qui suit. Amour du drapeau, oui, mais ensemble. Exactement. Un héritage
Ah, c'est bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Un héritage sportif, culturel, historique qui nous appartient, avec le défi désormais de le magnifier. L'arrivée des Jeux paralympiques dans quelques jours permettra aussi une meilleure compréhension, puis prise en considération de la situation du handicap en France. Sans oublier le fait que nous pouvons être extrêmement fiers de nos policières, de nos policiers, qui n'étaient pas des forces de l'ordre, mais des gardiens de la paix. Liberté, égalité, fraternité, oui, nous étions tous frères et sœurs, ou plutôt devrais-je dire sœurs et frères. Ah bah oui, je peux me faire taper dessus en tant que misogyne que je suis, et pourtant il y a quelques secondes je viens de dire policière et policier. Tant pis, c'est déjà oublié. Et puis notre cher gouvernement de ministres démissionnaire. Il y a toujours les effets d'une dissolution que l'on avait presque oublié et dont on avait presque oublié l'existence malgré les interviews quasi quotidiennes de Madame Oudéa Castéra et Monsieur Darmanin, qui sont des ministres démissionnaires. Donc, pour aller vers la fin de mon propos, qu'est-ce qui nous attend lors de cette rentrée politique ? La nomination d'un Premier ministre qui va forcément faire débat, des guerres entre personnages politiques pour des postes, les programmes attendront, la reprise de la gestion de conflits internationaux importés sur notre sol, injustice sociale, place de la femme, pouvoir d'achat, discrimination, violence, trafic de drogue, etc., 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 chômage, immigration, faits religieux. Sans compter qu'on va nous imposer le suivi de l'élection présidentielle comme si la France était le 50e État des États-Unis. Le plan Marshall est toujours en marche a priori. Bref, un réveil salé s'annonce. Alors mon propos n'est pas dire que tous ces sujets ne sont pas importants, mais on a retrouvé le bonheur de se sentir français ensemble autour de valeurs nobles que les politiques de tous bords donc prennent garde à ne pas nous le voler. La politique doit être dans la liberté d'offrir des possibilités salvatrices pour tous et toutes, à chacun et chacune, l'égalité de travailler à la manifestation de l'équité entre chacune et chacun, et enfin, la fraternité de garantir une meilleure visibilité de l'ensemble de la diversité française, notamment à des postes de responsabilité et dans des hautes instances. Demandez le programme, c'est Abel Boilly sur Sud Radio. Eh bien, écoutez, nous approchons quand même de ce grand coup de projecteur de 18h40, 16 titres olympiques et un total de 64 médailles remportées au cours de ces Jeux, record battu malgré tout au regard de nos infrastructures, de notre pratique au niveau amateur, de l'encadrement de nos écoliers, des résultats de nos champions. La question reste posée et donc c'est la question aussi que vous avez à répondre, sur laquelle vous avez à plancher sur le compte X de Sud Radio. La France est-elle une grande nation sportive ? Notre invité dans un instant, Frédéric Sanor, le directeur général de l'Agence nationale du sport. Bonsoir Frédéric Sanor. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on vous retrouve, mais juste pour rappeler que l'Agence nationale du sport a été créée justement pour faire en sorte d'assurer l'héritage. Avec l'héritage que vous avez, il n'y a plus de doute. On va le rester, une grande nation sportive, en quelques mots. On est bien d'accord. Et c'est sur ce sur quoi on va continuer à travailler, avec plaisir pour s'en parler. Et on est bien d'accord sur le haut niveau, mais aussi sur le niveau des jeunes du sport amateur. Les vraies voix sont autour de la table pour en parler avec vous. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Et cette émission que nous avons baptisée Lendemain de fête, lendemain de JO, avec Virgile Caillet comme vraie voix, délégué général de l'Union Sport et Cycle, Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis, Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France, spécialiste du sport. Ils sont avec nous pour le grand coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 couronnent indéniablement le sport français. L'événement a été une réussite unanimement reconnue sur le plan de l'organisation et surtout, les Bleus ont battu le record de médailles obtenues lors d'une Olympiade, soit 64 médailles, dont 16 en or, et terminent dans le top 5 du tableau des médailles, battu de peu par l'Australie et le Japon, mais loin derrière les États-Unis et la Chine. Alors, sommes-nous vraiment une grande nation de sport ? Pour nous éclairer, Frédéric Sanor, le directeur général de l'Agence nationale du sport. Cette Agence nationale du sport qui est amenée à pérenniser finalement les activités liées autour du monde du sport. Frédéric Sanor et vous les vraies voix et vous les auditeurs de Sud Radio, vous intervenez donc au 0826 300 300, vous donnez votre avis. La France, c'est la grande question. La France est-elle une grande nation sportive ? Un élément de réponse par Teddy Riner.
c'était le feu. Moi, je pense qu'on a fait des super Jeux Olympiques. En tout cas, je vois l'engouement, tout le monde commente, tout le monde kiffe. Je vois comment mes enfants sont émerveillés. Alors, je peux dire qu'ils ont découvert des Jeux Olympiques pleinement, 100% réussis. Ouais. Une ferveur française qui nous a portés tout au long de cette semaine. Et ce que je trouve positif, c'est les internationaux, les étrangers qui sont venus combattre, chercher une médaille, qui nous disent ils n'ont jamais vu ça eux aussi. Donc je pense qu'on a réussi des Jeux Olympiques mémorables. Mémorable. Et c'est ça qui est important, le regard aussi des étrangers sur la prestation française. Alors Frédéric Sanor, rappelons peut-être, parce que finalement vous êtes au cœur de la machine, quand on pose la question est-ce que la France est une nation sportive, c'est-à-dire que est-ce qu'elle est aussi capable de s'organiser autour de sport? C'est pour ça que l'Agence nationale du sport a été créée, vous nous le confirmez? Oui, effectivement. Bonjour à toutes et tous déjà, et merci beaucoup pour cette invitation. L'agence a été créée en 2019 avec ce double objectif de réussir, préparer déjà, et puis réussir. On le souhaitait tous, les Jeux de 2024, et c'est pas complètement fini, puisque on a réussi les Jeux Olympiques et sont devant nous les Jeux Paralympiques, et ça va être là aussi une fête exceptionnelle, mais aussi l'objectif de continuer à développer le sport en France partout, sur tous les territoires et pour toutes les populations. Et donc c'est bien ces deux enjeux qui se rejoignent. Si on débute pas, si on découvre pas le sport, eh bien on ne devient pas une grande championne ou un grand champion. Et donc c'est ce double objectif qu'on développe depuis plus de 5 ans maintenant, et avec effectivement des premiers résultats très prometteurs. Bon, et c'est important de le préciser, vous le dites depuis 5 ans. Alors cette émission, Les Vraies Voix, qui se veut iconoclaste sur Sud Radio, vous interroge les auditeurs, et à la question, par exemple, de ce coup de projecteur, la France est-elle une grande nation sportive? Vous dites oui seulement à 29% et non à 71%. Encore une fois, le principe de ce genre de consultation, c'est que ceux qui pensent non veulent surtout le dire, et les autres, finalement, en font bonne figure. Mais quand même, on avait du retard, vous qui êtes sur le terrain à Belle-Boilly, et ça pourra aussi vous amener une question à Frédéric Sanor, mais la pratique du sport au quotidien, c'est pas si évident que ça pour nos jeunes. C'est pas si évident que ça, et pourtant il y a une immense appétence. Vous savez, je travaille aussi bien avec des jeunes de quartiers populaires de ville que de jeunes qui vivent à la campagne. Et ces dernières semaines, j'ai eu 2 types de remarques qui étaient assez intéressantes à étudier, même anthropologiquement. J'ai eu des jeunes de cité qui m'ont dit on ne veut pas être assimilé qu'au foot. On veut faire du volleyball, de l'escrime, de la natation. Très important. Et j'ai eu des jeunes de campagne reculés qui m'ont dit nous, on n'a même pas un terrain de foot, arrêtez de ne parler que des cités. Donc comme ça vient d'être très bien dit, le défi, c'est que le sport pour tous soit vraiment diffusé avec une multiplicité de choix sur l'ensemble des territoires, parce que on parle souvent de déserts médicaux, mais en France, on a encore des parties de territoire où il y a des déserts sportifs, malheureusement. Donc devenir une grande nation de sport, c'est plonger nos enfants dans l'esprit du sport dès l'enfance. Et en plus, nous, en tant que travailleurs sociaux, on le voit, mêler le sport à la citoyenneté, c'est très important. On a vu ces sportifs qui ont dit à chaque fois, on est fiers d'être français, on est fiers d'avoir mouillé le maillot pour le drapeau. Les jeunes, ils ont besoin d'entendre ça. Aux États-Unis, on voit, au travers du sport, on met un petit drapeau dans les mains et dans l'esprit des enfants américains dès le jeune âge. Ça ne veut pas dire que la société américaine est parfaite, mais on a besoin de voir même la diffusion du drapeau français plus importante grâce au sport aussi. Je pense que c'est faisable. Frédéric Sanor, ça c'est un enjeu considérable, c'est-à-dire la mixité sociale, cette espèce de fédéralisme qui est au cœur de l'acte de ceux qui font le sport au quotidien. Oui, alors ça a été dit un peu plus tôt, et je rejoins complètement les propos de Virgile sur le fait que quand on est dans le sport au quotidien, aussi bien dans les territoires, dans les associations, avec les bénévoles, avec les dirigeants, les éducateurs, dans les villes, dans les fédérations, on sait à quel point la puissance du sport pour fédérer, pour rassembler, pour se réunir, pour créer de la cohésion est présente. Et ça se vit au quotidien, tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, dans des milliers d'endroits. Mais simplement, tout le monde n'en a pas forcément conscience. Et peut-être moins la société de manière plus générale et certaines élites. Notre enjeu maintenant, que tout le monde en a pris conscience après 2 semaines exceptionnelles, c'est pas juste une parenthèse. Pour nous, dans le sport, c'est toujours comme ça. Alors là, ça s'est révélé à l'ensemble du pays, à l'ensemble de la nation, et c'est tant mieux.
Mais par contre, il faut qu'on continue à montrer que cette parenthèse, elle se prolonge et qu'effectivement le sport, ça procure ces sensations tous les week-ends, tous les soirs pendant des entraînements, quand les enfants font du sport à l'école, quand le week-end les parents accompagnent les enfants dans les gymnases, dans les stades, que les uns et les autres font du sport pour se retrouver ensemble, pas toujours dans un club, mais à travers des sports plus connectés, des pratiques plus libres. Et là, on a un pays qui est sportif. On a plus de 30 millions de pratiquants réguliers qui font du sport. On a plus de 16 millions de licenciés dans des clubs sportifs. Donc nous, on a effectivement du mal à entendre qu'on n'est pas un pays de sport. On est déjà un pays de sport et je pense que si on n'était pas mûr et mature pour accueillir ces Jeux Olympiques tels qu'on l'a fait pendant 2 semaines, eh bien, ils n'auraient pas été aussi exceptionnels. Parce qu'on n'aurait pas eu le même niveau de réussite sportive et puis il n'y aurait pas eu la même mobilisation des volontaires, des bénévoles, des clubs, des territoires à travers Terre de Jeux depuis plusieurs années. Donc voilà, autant d'enjeux, mais qui sont encore devant nous pour que on fasse perdurer cette dynamique, bien entendu. Et c'est très important de le préciser parce que, bon, évidemment, nous avons tous tendance à laisser facile à crier cocorico en ce lendemain de fête réussie, encore une fois, mais les projets sont considérables. Et autour de la table, nous avons ceux qui sont acteurs de ce genre de choses. Alors Virgile Caillé, je vais venir vous chercher sur l'aspect économique, mais peut-être vous, Philippe Bouriaki. Je pense à ces enfants. Tiens, moi par exemple, je suis un papa divorcé et mon fils qui faisait du hand, je me suis battu pour que la semaine où il était pas avec papa, il puisse aller aussi avec ses matchs. Mais combien d'enfants de parents divorcés ne peuvent faire leur activité sportive qu'une semaine sur 2? Voilà, Philippe Bouriaki, il y a plein d'autres questions. Alors c'est une réalité et justement, je vais rebondir à ce qu'a dit Abel et ce que vient de nous dire Frédéric Sanor. Sur Terre de Jeux. Je fais de l'autopromotion pour la région Île-de-France, mais de manière objective. Avec Valérie Pécresse et Patrick Caram, depuis 2015, c'est 2600 installations sportives en Île-de-France qui ont été financées. Et on va se dire les choses franchement. Moi, je remercie l'ANS pour ce qu'elle fait au quotidien. L'Agence nationale du sport. Tout à fait, qui est un vrai promoteur de sport et d'inclusion. Mais j'ai connu certaines villes, puisqu'ils avaient lancé le programme Terre de Jeux, c'était soutenir financièrement des installations sportives. Et le deal, c'était que ça se fasse avant les Jeux. Pour avoir emmené un dossier d'une école pour un fléchage au sol, pour faire du vélo, etc., on n'avait aucun interlocuteur. J'avais 10 numéros de téléphone sur le site de l'ANS à Ivry-sur-Seine. Je les ai appelés, j'ai laissé des messages. Personne ne m'a rappelé, on n'a pas pu monter le projet. Et il se trouve que sur les 5000 projets qu'il devait y avoir dans le Val-de-Marne, il n'y en a pas 5000 qui ont été réalisés. Et le problème, c'est cette complexité. Alors, bien sûr, évidemment, ça n'a rien à voir avec Jérémy. C'est toute cette lourdeur administrative qui fait que ça rend les choses complexes et que les gens abandonnent. Ça, Philippe Bouriaki, c'est très important et vous donnez l'exemple de l'Île-de-France. Mais, et c'est peut-être à ça aussi à quoi vous allez servir Frédéric Sanor et l'Agence nationale du sport, c'est que il y a plein de gens partout en France, des gens du milieu associatif qui veulent monter des choses. Et il y a tellement d'interlocuteurs, il y a cette grosse administration. Vous prenez le pari de centraliser un peu tout aussi ? Oui, alors moi je tiens vraiment à relativiser ce qui vient d'être dit. En l'espace de 2 ans, avec le programme du plan des 5000 équipements sportifs en France lancé par le président de la République, on a accompagné en 2 ans à peu près 5500 équipements sportifs pour un peu plus de 2000 collectivités territoriales. 2000 collectivités territoriales sur ce timing-là, ça veut dire qu'il y a 2000 acteurs et des toutes petites collectivités en ruralité comme des beaucoup plus importantes dans des zones plus urbaines ont tout à fait trouvé le chemin administratif sans aucune difficulté. Il y en aurait eu 10. Je peux entendre que derrière il y a une complexité. Quand il y a plus de 2000 collectivités qui sont financées en 2 ans sur des équipements sportifs, c'est que le chemin est assez facilement trouvable. Et on va continuer puisque le président de la République nous a demandé d'accompagner 5000 équipements sportifs supplémentaires. Ça fera 10 000 équipements sportifs. Et en l'équivalent d'à peu près 6 ans, on aura répondu finalement à un certain nombre d'enjeux, ce que faisait par ailleurs et auparavant l'ex-CNDS, qui fonctionnait avant l'Agence nationale du sport, en l'équivalent de 20 ans. Donc on aura fait à peu près 3 fois plus d'équipements sportifs sur cette période. Et je dis pas pour autant que ça suffit.
Il nous en faut encore plus. Il faut rénover nos équipements, il faut les agrandir, il faut les moderniser, il faut effectivement adapter l'offre de pratique. Ça a été bien dit tout à l'heure, ou bien sûr la question des parents divorcés et de l'alternance de garde. Il faut que l'offre sportive dans les clubs soit en capacité d'évoluer, de s'adapter par rapport aux attentes et à la demande. Et là, on a aussi une responsabilité, c'est de continuer à professionnaliser le mouvement sportif pour qu'on ait des éducatrices, des éducateurs qui soient bien rémunérés, d'ailleurs, Frédéric Sanor, pour organiser la pratique. Oui, parce que on a beaucoup d'entraîneurs de clubs qui là aussi ont du mal à joindre les deux bouts, parce que pour le coup, il faut pouvoir les financer. Et pour beaucoup de clubs, avoir un entraîneur diplômé à rémunérer, c'est la croix et la bannière. Abel Boilly, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais dire 3 petits points très rapidement, mais qui sont d'une façon plus globale. France, pays du sport aussi, ça veut dire quoi? Parce que là, on est dans la magnificence d'un héritage, en fait. C'est ça notre défi. Il y a la question de la parité. Comment est-ce qu'on met mieux en avant aussi le sport féminin par rapport au sport masculin? Même si on sait qu'il y a une question de business qui est inhérente au sport qu'on ne peut pas éluder, mais il y a quand même cette demande. Je pense au gymnaste Samir Haït, qui a fait des Jeux Olympiques aux Anneaux. 0,1 point du podium. Il a fait une interview le soir même chez un de vos confrères et la première chose qu'il a dite, c'est: avec mon entraîneur, on a pensé tout de suite, il faut qu'on aille s'entraîner aux États-Unis, parce que il a mis en lumière des choses que l'on voit justement, la relation. Ce qu'a fait Léon Marchand et d'autres médaillés. Et donc il a mis en lumière la problématique du relationnel entre les athlètes et certaines fédérations. Je dis bien certaines parce qu'il faut garder de la nuance. Donc c'est aussi la question qu'il faut se poser. Et la dernière chose, c'est comment est-ce qu'on valorise nos légendes. On a par exemple Pauline Ferrand-Prévot. On est contente, elle a eu l'or. VTT, mais cyclisme plus généralement. Ça fait 10 ans qu'elle explose tout. Elle est multiple championne de France, multiple championne d'Europe, multiple championne du monde. Et en réalité, le grand public la découvre que maintenant. Et comment est-ce qu'on honore nos légendes? Je suis très content que Marie-Josée Pérec, avec Teddy Riner, ait allumé la vase. Mais on a une personne comme Gianni Longo, qui est une légende absolue du cyclisme, par exemple. On n'en parle plus. Mais c'est pareil aussi pour les anciens footballeurs. Pour tous les sports, on peut parler de ça. On n'arrive pas à assez élever les légendes de nos sports. Sauf pour le football. Et encore pas tous. Prenez au Paris Saint-Germain, les anciennes légendes. Il y a quand même des plaintes qui se font. Alors, je dis pas que comme aux États-Unis, il faut mettre des statues devant tous les stades, bien entendu. Mais il faut trouver un équilibre. Comment est-ce qu'on valorise mieux nos sports? Ça, c'est le sport de haut niveau. Frédéric Sanor, les auditeurs de Sud Radio, à la question, alors encore une fois, c'est le principe, mais 30% disent oui, nous sommes une nation sportive. Les 70 autres % disent non. Ces 70 autres %, c'est ce qu'on dit parce que ceux qui font de la gymnastique ne peuvent pas vivre de leur pratique. Celles qui sont championnes de cyclisme n'ont pas assez de sponsors et font un sport où il faut s'entraîner de manière démesurée, qui nécessite de ne pas avoir un travail à côté. C'est pour ça qu'on n'est pas encore tous convaincus d'être à fond sportif, Frédéric Sanor. Oui, non, mais on comprend bien sûr ces approches-là et ces réflexions, parce qu'il y a encore du chemin à faire. On a plus de 15 000 sportifs de haut niveau sur les listes ministérielles. Nous, on en soutient chaque année un peu plus de 2000 et de manière quasi paritaire, pour reprendre le propos de tout à l'heure. Et puis, on voit bien que dans notre délégation olympique, on a un peu plus de 500 sportives et sportifs qui sont sélectionnés et qui sont en capacité de faire des médailles olympiques. Et au final, sur ces un peu plus de 500 dans la délégation française, on en a 64 qui font des médailles, dont certains qui font plusieurs médailles. Donc on voit bien, on part de 15 000 sportifs sur les listes ministérielles, on arrive à globalement une grosse cinquantaine de championnes et champions qui font des médailles olympiques. Ce qui veut dire qu'il y a une sélection qui se fait par la performance, et dans notre accompagnement, on essaye effectivement, avec notamment les moyens publics qui nous sont confiés, de cibler dans les fédérations, avec les coachs, avec les athlètes, celles et ceux qui effectivement ont des potentiels de réussite importantes. Ensuite, il y a ceux qui sont effectivement de niveau international, mais peut-être pas A, mais B, et puis celles et ceux qui sont de bon niveau national, puis de bon niveau régional. Et là, effectivement, il faut qu'on intervienne de manière complémentaire, parce que tout ne peut pas être du rôle soit de l'État, ou en l'occurrence pour nous, d'un opérateur tel que l'Agence nationale du sport. Et peut-être simplement, pour préciser sur la remarque précédente, on a souvent, et là je trouve que la période s'y prête moins, cette tendance un peu à s'auto-flageller dans notre pays, alors que là on vient de réussir une performance sportive exceptionnelle, donc c'est le moment où il faut quand même le fêter. Et on a d'autres exemples
de sportives et sportifs qui s'entraînent en France. Pauline Ferrand-Prévot, on en parlait, elle s'entraîne au Krebs de Boulouris. Et tout va bien, elle n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Les triathlètes s'entraînent en France, par exemple. Le triplé du BMX s'entraîne soit à Sérignan, soit à Sarian. Idem pour Anthony Jean-Jean. Et donc, voilà, ils sont en Occitanie, ils développent leur projet sportif à proximité de leur famille, et tout va bien. Donc, c'est aussi important qu'on dise ça, et on a des contre-exemples. Mélanie Jésus dos Santos, on aurait aimé qu'elle performe, elle aussi, je le sais. Et ça a été l'échec de la gymnastique. Voilà, et ça a été l'échec de la gymnastique. Dans le triplé du BMX, Joris Daudet s'entraîne aux États-Unis. Bon, d'accord, donc il y en a un, mais on va dire que les deux autres. Ok, non, mais bon, on en a parlé. Nous avons la chance d'avoir. On se le dit. Alors, Virgile Caillé est là. Virgile Caillé, je le rappelle, c'est le délégué général de l'Union Sport et Six, c'est-à-dire c'est le MEDEF du sport. Virgile Caillé, on a toujours deux familles dans la famille du sport. Il y a, foot, basket, tennis, cyclisme sur route. Là, on a des hyper pros, des gens qui vivent très bien. Et puis, on a haltérophilie, gymnastique, lutte, taekwondo. Et là, on a souvent des tricards. Oui, alors je crois qu'il faut faire un petit peu de pédagogie s'agissant de l'économie du sport. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on cultive vraiment ce sentiment d'infériorité, puisqu'on a l'impression nous-mêmes, à force, quand je dis nous, c'est enfants ou partie prenante du sport, qu'on représente pas grand-chose, qu'on est un peu accessoire. Rappelons-le, le sport, aujourd'hui en France, ça pèse 71 milliards d'euros. C'est aussi gros que la restauration-hôtellerie. Mais un problème de répartition des richesses. Alors, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, le sport business, parce qu'on est conditionné par les médias, le sport business, c'est pas que les droits TV, les sponsors, etc., c'est 7 milliards tout mouillés. Ça veut dire que le business, il est ailleurs, il est sur la masse. Donc aujourd'hui, indiscutablement, nous sommes une nation de sportifs. Ça, c'est sûr, c'est avéré. Dans la pratique, vous avez les chiffres. Exactement, ouais, Frédéric l'a rappelé tout à l'heure, plus de 30 millions de Français qui déclarent avoir une pratique physique et sportive régulière, c'est-à-dire une fois par semaine. C'est paritaire et c'est intergénérationnel. Ça, c'est de l'acquis aujourd'hui. Et on a un momentum exceptionnel. Frédéric le rappelait, on a une vraie responsabilité. C'est le moment ou jamais pour faire entendre à tous les membres du gouvernement, à tous les partis politiques, l'importance de ce que représente le sport et cet héritage qu'on doit absolument cranter, ancrer dans nos politiques publiques. Le Frédéric sport, Sanor n'est pas accessoire. Frédéric Sanor vient de dire, ce n'est pas non plus l'État qui peut tout assurer. Les entreprises jouent le rôle. Et j'allais justement en parler. Absolument, il faut engager des réflexions sur des modèles innovants. On travaillait jusqu'à présent, avant l'Agence nationale du sport, toujours en silo. C'est-à-dire les collectivités territoriales d'un côté, le mouvement sportif de l'autre, les entreprises de leur côté. Il faut arriver à trouver des nouveaux modèles, il faut être innovant. Profitons de cet élan. Est-ce qu'on est capable de l'être? D'où notre question, sommes-nous un grand pays de sport? Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de faire cette transition progressive. Il faut également que certains ministères ouvrent les yeux, l'éducation nationale, je suis désolé, mais aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, le sport fait partie du parcours et voire même c'est un tremplin pour aller vers un beau parcours Je reviens sur mon petit champion, à partir du moment où il est entré à l'université, il n'y avait plus le temps de s'entraîner. Et voilà. Et aujourd'hui en France, souvent, on nous dit qu'il faut choisir entre les études et le sport. Donc là, il y a encore un travail à faire. Il y a encore une certaine cohérence politique et fiscale à mettre en place. Je suis désolé, je le dis parce que c'est un de nos combats. Aujourd'hui, quand vous vous allez dans un fast-food où vous allez acheter un jeu vidéo, vous avez une TVA à taux réduit. Vous allez faire un escape game, c'est une TVA à taux réduit. En revanche, vous allez faire du yoga, du fitness, du sport, c'est 20% de TVA. Il y a un problème de cohérence. Quand on nous demande de bouger régulièrement, c'est essentiel pour la santé publique. Donc il va falloir mettre un peu de cohérence dans tout ça. Et puis effectivement, il faut que tout le monde se mobilise. Je pense que Frédéric est absolument conscient qu'on est à un moment absolument stratégique pour la place du sport en France. Cette reconnaissance, on doit l'obtenir et on doit l'obtenir collectivement. On n'est pas peut-être encore une nation sportive, on est une nation de sportifs qui tend à devenir une nation sportive. Voilà une réponse. Et on y est presque, je pense qu'on y est presque. D'accord, Philippe Bouriaki, rapidement? Entièrement d'accord, il n'y a rien à ajouter. Bon, pour la conclusion, Frédéric Sanor, vous restez à la tête de l'Agence nationale du sport, ça ne s'arrête pas en 2024, et vous savez le travail qui vous reste à faire, c'est ce qu'on dira en conclusion. C'est à peu près ça, effectivement, on reste hyper mobilisé, alors sur une belle dynamique. On va attendre les Jeux paralympiques.
et on va continuer à soutenir, accompagner. Et là encore, c'est plus de 400% d'augmentation des moyens en 4 ans autour du Paralympique, et je pense qu'on va vivre quelque chose d'exceptionnel. Et en face et derrière, on sait qu'on a cette responsabilité sur l'héritage, qu'on est attendu, et nous les premiers, on souhaite transformer l'essai, on souhaite faire plus de place au sport à l'école, mais également dans les territoires, aux côtés des élus, avec l'ensemble des techniciens, booster l'action des clubs et effectivement continuer vers 2030, puisqu'on a cette opportunité maintenant d'accueillir à nouveau les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2030. Frédéric, Philippe Bouriaki. Une question très courte. Non, pas une question, juste un petit mot, parce que là on doit rendre. C'est juste une question pour savoir le budget de l'ANS. Voilà. Ouais, budget. Sans problème. Il y a un mois, on a dépassé les 500 millions d'euros de budget. On a démarré en 2019 avec 270 millions d'euros. Il y a eu un effort. Mais messieurs, vous êtes exceptionnels parce que vous avez été efficaces, court, bravo. Là, pour moi, c'est un régal. Je n'ai plus qu'à arrêter ce métier. Prenez la main. C'est ça la fête des Jeux Olympiques Paris 2024. J'espère que cette émission vous a un petit peu aussi réconcilié avec notre sport, notre pays. Allez, on a gagné. On l'a fait. Alors, nous remercions Frédéric Sanor et longue vie à l'Agence nationale du sport et puis les champions. Voilà. Et puis nos 3 vraies voix ce soir, 3 experts, Abel Boilly, Virgile Caillé, pour qui c'était la première en tant que vraie voix. Il y aura des suites là aussi. Et puis partant. Et puis Philippe Bouriaki, évidemment, lui c'est l'habitué, lui c'est l'ancien. Voilà, merci à Marifa qui est à la réalisation. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.